Bonjour à tous, je suis Benoît Marzanasco, conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Kurt, cofondateur de Remake Management, société de gestion qui gère la SCPI Remake Live. Bonjour Nicolas. Bonjour Benoît. Au sein de Remake Asset Management, Nicolas Kurt gère la SCPI Remake Live. Il s'agit d'une SCPI sans frais d'entrée créée en 2022 qui a pour le moment toujours délivré un haut niveau de performance. Nous étions à 7,64% en 2022, 7,79% en 2023 et 7,5% en 2024. La capitalisation de Remake Live est de plus de 700 millions d'euros aujourd'hui et on pourrait dépasser le milliard en 2025. Au cours de cette interview, nous allons revenir sur les perspectives du marché de l'immobilier d'entreprise avec notamment la hausse des taux que nous avons connue en 2023 et l'impact de la baisse actuelle. Nous allons également nous concentrer sur la stratégie de la SCPI Remake Live, aussi bien d'un point de vue sectoriel que géographique, mais aussi sur des points plus techniques comme les frais, l'utilisation de l'effet de levier ou encore la gestion de la collecte. Enfin, nous reviendrons sur ce qui distingue d'un point de vue politique de gestion Remake des autres sociétés de gestion. Nous aborderons par exemple la politique de Remake par rapport à la détermination du prix de part, la préférence particulièrement marquée en 2024 pour des baux très longs, ou encore la politique de Remake par rapport au report à nouveau. Je te souhaite un excellent visionnage. Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite par le marché de l'immobilier d'entreprise et le marché SCPI, en se mettant peut-être à la place d'un investisseur qui arriverait, qui découvrirait le marché SCPI et qui essaierait de comprendre comment se fait-il que certaines SCPI ont des niveaux de performance très élevés, comme d'ailleurs la SCPI Remake Live, et ont en plus des revalorisations de leur prix de part. Alors qu'à l'inverse, d'autres SCPI ont connu ces dernières années des baisses successives de leur prix de part et ont un rendement également plus faible. Comment expliquer cet apparent paradoxe? Alors ouais, c'est une vaste question, mais on va essayer de faire un peu de pédagogie, de méthodologie pour Ouais. comprendre comment les prix peuvent monter et baisser dans l'immobilier entreprise et dans les CPI. Il faut bien comprendre que la valorisation d'un actif immobilier, généralement, elle se fait en prenant le loyer généré par cet immeuble divisé par un taux de rendement. Donc, si vous avez un loyer de 10 euros et que votre taux de rendement est de 5% par exemple, vous allez avoir 200 Ouais. euros de valeur d'actif. C'est comme ça, en fait, qu'on valorise l'immobilier entreprise. Mm. Donc, le loyer, c'est assez facile à déterminer, c'est le loyer que paye le locataire. S'il n'y a pas de locataire, que l'immeuble est vide, on va imaginer un loyer potentiel. Mm. Et en dessous, on va prendre le taux de rendement. Alors c'est ça, déjà, on rentre dans une problématique. Oui, mais le taux de rendement de quoi? D'un portefeuille, d'un immeuble, en France, en Pologne? Bon, du coup, comment on fait pour déterminer le taux de rendement que devrait générer, en fait, Mm. mon immeuble que j'achète? Ouais. Eh bien, généralement, l'investisseur, il va raisonner par arbitrage. Il va se dire: «J'ai 200 € à investir, où est-ce que je peux les investir?» Mm. Par exemple, sur mon livret A, dans mon contrat d'assurance vie en euros. Tiens, je vais prendre un peu plus de risque, je vais faire du multi-support, prendre des actions et des obligations au sein de mon contrat. Et puis après, je vais faire du non-coté en private equity, puis je vais acheter de l'immobilier moi-même, et puis Mm. je vais faire de la défisque, et cetera. En fonction de ces différentes natures d'investissement, on sent bien qu'il y a un risque qui est attaché. Plus le placement est risqué, par exemple le private equity, l'investissement dans des actions, Mm. l'investissement dans des sociétés non-cotées, plus on va exiger de cet argent que j'investis un reward, donc une récompense, donc un taux de rendement élevé. Mm. D'accord? Donc, partant de là, si en face de moi, j'ai un immeuble de bureau, par exemple, qui a un bail très très long avec une contrepartie de très bonne qualité, Mm. mon risque sera relativement faible. Et donc, du coup, je vais imputer sur ce rendement, sur les revenus de mon immeuble, un taux de Mm. rendement relativement bas, parce que j'ai pas trop de risques à percevoir des flux sur très longue période. Ça, c'est la mécanique classique d'ajustement, en fait, de réalisation, enfin, plutôt de calcul de la valeur d'un immeuble. Le Ok. problème, c'est que tout ça est guidé évidemment par le marché des taux. Mm. Quand la Banque centrale européenne, après 2010, a fixé ses taux directeurs à 0%, voire même moins, on s'est retrouvé à avoir de l'argent gratuit. C'est-à-dire que les obligations, très bien, les obligations d'État, par exemple, France, sont descendues jusqu'à quasiment 0% de rendement, Mm. pendant les plus Ouais. belles années. Si vous avez un immeuble, peu importe, de bureau, de logistique, peu importe, avec des flux sécurisés devant vous sur 15 ans, Heu, évidemment, quand vous avez une obligation d'État qui rapporte 0%, vous allez être tenté d'acheter cet immeuble qui génère des flux certains pendant très longue période, à un taux de rendement relativement bas. Par exemple, vous allez dire: «C'est quand même pas idiot d'acheter une plateforme logistique louée pour 20 ans à 4% de rendement». Mm. D'accord? Par exemple, puisque, j'investis, dans une obligation d'État à Ouais, parce qu'en 0%. face, les taux J'ai une sont à prime de zéro. risque. Voilà, donc j'ai une prime de risque Ouais. de 400 points de base, 4 points de pourcentage
entre le rendement sans risque et le rendement de mon actif immobilier avec des flux, entre guillemets, garantis. Mmh. Ce qui fait que j'ai une bonne prime de risque et donc je vais acheter ma plateforme logistique à 4%. Mmh. Et en fait, l'investisseur qui aura fait ce raisonnement en 2019, bah, il a raison. Il est rationnel. Il a bien sa prime de risque. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2022? On a eu retour de l'inflation, Ukraine, etc. Remontée des taux directeurs pour contrer en fait l'inflation. On est passé de 0 à 4 points de à 4% sur les taux directeurs. Alors on est redescendu depuis. Mais ça veut dire que le taux sans risque, qui valait 0, maintenant il rapporte 4%, à peu près, on va simplifier, hein. Mais ça veut dire que ma plateforme logistique que j'achète à 4% dans un environnement où les taux sont à 0, Mmh. bah, je devrais peut-être l'acheter à 6%, 6,5%, pour avoir cette fameuse prime de Oui. risque de Mmh. 250 points de base, 2 points Mmh. de pourcentage. Malheureusement, si vous avez acheté votre plateforme logistique en 2019 à 4% de rendement, et que le marché maintenant vous la valorise à 6,5 de rendement pour reconstituer cette prime de risque, Mmh. eh ben vous assumez une baisse de valeur de 20-30%. C'est-à-dire que le même actif, 3 ans plus tard, vaut 30% moins cher. Mmh. C'est uniquement lié en fait à la variation des taux, à cette fameuse reconstitution de prime de risque qui fait que l'actif immobilier doit valoir moins cher pour pouvoir être compétitif par rapport aux placements alternatifs sans risque. Du coup, non, évidemment, tout l'immobilier en fait s'est retrouvé confronté à cette hausse des taux directeurs. On est passé de 0 à 4, on a descendu à 2,75, très bien. Mais il faut considérer qu'une telle remontée des taux pour l'immobilier, c'est se prendre un mur à 100 km/h. Mmh. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ce que j'achetais par exemple à 5% de rendement, eh ben, ça valait 7%. Et du coup, moins 25% de valeur. C'est à peu près ce qui s'est passé. Donc, tous les patrimoines, enfin tous, une grande majorité de l'immobilier qui a été acheté avant 2022, en fait, s'est retrouvé confronté à une baisse de valorisation technique qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. C'est juste le marché des capitaux, le marché des taux qui a dévalorisé en fait cette position-là. Mais sinon, les flux immobiliers sont toujours là. L'actif, il est toujours aussi, entre guillemets, qualitatif. Il ne s'est rien passé. C'est juste que cet actif-là vaut moins cher du jour au lendemain. Et donc, les patrimoines, les SCPI, puisqu'on bascule en fait dans ce monde-là, qui avaient beaucoup investi avant 2022, elles ont été d'autant plus confrontées à cette remontée des taux. Mais on l'observe, hein, on verra pour l'année 2025, mais en tout cas en 2024, j'ai rien dit pour 2025, mais pour 2024, on n'a pas vu de crash sur les dividendes, de crash Mmh. sur les loyers. En fait, on n'a pas réellement de soucis. Alors évidemment, ça et là, sur du bureau, peut-être on peut avoir quelques problèmes de loyer, mais on n'a pas des problèmes majeurs de loyer sur l'immobilier d'entreprise et même sur les SCPI. Je ne fais pas de prévision pour le futur, mais en tout cas, c'est bien le cas. Donc, c'est cette fameuse remontée des taux qui a sanctionné la valorisation des actifs détenus par la SCPI. Et donc, la SCPI qui est amenée à travers ses expertises annuelles, et désormais elles sont bisannuelles, sachant que ça va changer quand même certaines choses, et bien de revoir à la baisse la valeur de son patrimoine, tout simplement parce que les rendements, les placements alternatifs ont vu leur rentabilité augmenter. Donc, il fallait que cet immobilier voit son rendement augmenter et donc sa valeur baisser. Mmh. C'est ce pur mécanisme. Et à l'inverse, du coup, les SCPI qui n'avaient pas de stock immobilier acquis à une période où les taux étaient bas ont pu, eux, profiter, entre guillemets, de la nouvelle conjoncture pour acquérir des biens avec des niveaux de performance beaucoup plus élevés qu'ils n'étaient auparavant. Exactement. Alors, en fait, le sujet, c'est que c'est un peu comme un randonneur qui part avec un sac à dos rempli de cailloux. C'est que forcément, vous allez arriver beaucoup plus lentement en haut du col si vous êtes lesté d'un patrimoine qui se déprécie, qui va se déprécier. Mmh. Et donc, forcément, vous n'avez pas la capacité à collecter. Donc, vous ne pouvez pas investir dans de très bonnes conditions dans un marché qui est dégradé. Et donc, vous ne pouvez pas, entre guillemets, reluer, Oui. améliorer la performance de votre portefeuille. Vous êtes un peu coincé, en fait, le temps que le temps fasse son œuvre, que les valorisations baissent, que la SCPI propose un taux de rendement facial qui soit désormais cohérent par rapport aux Oui. autres catégories d'actifs, et qu'un jour, Mmh. la collecte reparte parce que ce taux de rendement semble Mmh. intéressant. On n'en est pas encore tout à fait arrivé là, mais c'est un peu l'objectif en fait d'un certain nombre de fonds qui ont aujourd'hui des difficultés sur la Oui. liquidité. Parce qu'effectivement, les investisseurs ne s'y sont pas trompés et se sont plutôt dirigés vers des nouvelles SCPI, comme d'ailleurs Remake Live,
qui ont quand même capté une grosse partie de la collecte. Alors, en fait, voilà, c'est ça, ça revient à jouer avec des balles neuves, hein. Oui. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas lesté d'un portefeuille, qui se déprécie, qui va se déprécier, Mmh. forcément, tout ce que vous achetez, vous l'achetez à un prix de marché qui est, bah, décoté, hein, par Mmh. rapport à ce qu'il y avait, 2-3 ans auparavant. Et oui, effectivement, ces portefeuilles-là, non seulement font de bonnes affaires, mais en fait construisent le socle de leur portefeuille, sur un cycle Oui. bas et non pas sur un cycle haut. Mmh. D'ailleurs, ce qui me fait, rebondir sur un deuxième élément, c'est que, les fonds ouverts comme les SCPI, elles ont vocation à avoir en fait des portefeuilles quand même diversifiés pour limiter les risques, bah, de défaut, hein, par exemple, hein, Mmh. les cassures sur, les revenus générés par des immeubles qui pourraient être vides du jour au lendemain. Donc du coup, elles ont un intérêt en fait à avoir une base suffisamment, diversifiée. Elles ont un intérêt à investir au meilleur moment, mais ça veut dire qu'il faut qu'elles collectent. C'est-à-dire qu'une SCPI qui se lance maintenant mais qui collecte pas et qui collecterait dans 2 ans dans un marché qui serait plus cher, c'est pas forcément une bonne idée. La Bien bonne sûr. idée, c'est d'investir massivement dans un marché qui est bas. C'est vraiment les 2 conditions, marché bas et beaucoup de collecte. Mmh. Ça permet de créer en fait un socle, au produit en fait, un socle de performance, un Mmh. socle d'actifs, achetés dans des conditions, plutôt favorables. Mmh. Ouais, c'est un point très intéressant. Effectivement, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, pour des nouvelles SCPI qui se lancent, ce ne sera pas forcément réplicable. On y reviendra peut-être Ouais. un peu plus en détail plus tard. Justement, au niveau des taux, donc on a compris que les taux avaient, quand même un rôle majeur sur la valorisation de l'immobilier d'entreprise. C'est très important de souligner ce point parce que moi, je le vois, la plupart de mes clients et la plupart même des Français investissent plutôt dans le résidentiel. Il y a certes ce lien, mais qui est quand même beaucoup moins important que le lien qui existe entre l'évolution des taux, et le marché de l'immobilier d'entreprise. Donc ça, c'est ouais. On regarde toujours aussi, hein, lorsqu'on achète un immeuble, qu'on le valorise, on regarde aussi son prix au mètre carré. Oui. Pourquoi? Parce que je pense que tu voulais, avoir ça, enfin, c'était ce que tu voulais dire, c'est qu'effectivement, quand on achète son appartement, on regarde son prix au mètre carré. Oui. On peut aussi faire du rendement locatif, hein, si c'est du locatif, Effectivement, mais c'est il y un a aussi marché le d'investisseurs, ce qui fait que mais on ça regarde peut aussi le s'élever. prix au mètre carré parce que, quand on a plus de locataires, il reste un immeuble. Quand on n'a plus d'immeuble, il reste un terrain. Or, le terrain, le prix au mètre carré va définir ce qu'on peut faire d'alternatif sur le terrain. Mmh. Donc à la fin, il y a aussi la prise en compte du prix du béton. On appelle ça comme ça chez Rimex, c'est le prix du béton, D'accord. quand j'achète ça. Même si le taux de rendement peut être élevé, parfois on peut se retrouver avec des anomalies sur le Oui. prix du mètre carré. D'accord, très bien. Justement, en parlant de ces taux au sein, de Remake, est-ce que vous avez une conviction par rapport à l'évolution de ces taux? Comment vous les voyez, évoluer? On a vu, l'importance, d'essayer d'anticiper les taux, en tout cas de voir, vers quel niveau ils pourraient être par rapport à la valorisation de l'immobilier d'entreprise. Est-ce que vous avez une conviction, au sein de Remake? Alors, oui, évidemment, on a des convictions. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que, dans la plupart des métropoles européennes, on a eu des baisses de prix par rapport, on va prendre l'immobilier de bureau, hein. Alors évidemment, après, on peut se zoomer sur le commerce, la logistique, mais, à chaque fois, on a des trends qui sont à peu près équivalents. Mais pour vous donner un ordre d'idée sur l'immobilier de bureau, si on regarde ce qui s'est passé à Berlin, aujourd'hui, la valorisation de l'immobilier de bureau, c'est 40% moins cher qu'en 2021. Donc il y a eu D'accord. moins 40%, toutes choses égales par ailleurs, même niveau de loyer, et cetera, et Mmh. cetera. On est à peu près à moins 25% à Londres, on n'est pas loin de moins 25% à Paris également, hein, alors qu'on a tendance à croire que les prix n'ont pas baissé. Si, si, les taux de rendement ont quand même remonté. Ne perdons pas de vue au fait, une chose, hein, c'est que plus votre taux de rendement immobilier converge vers zéro, plus les mouvements sont, importants. Quand vous gagnez 50 points de base sur un taux de rendement de 5%, Mmh. c'est à peu près 10% d'écart de prix, on est Oui. d'accord, hein, plus ou moins. Quand vous gagnez 50 points de base sur un immeuble à 3%, Mmh. c'est 15%. Oui. C'est pas la même blague. Mmh. Donc évidemment, quand vous êtes sur des taux de rendement très bas et que vous avez des mouvements sur les taux, c'est démultiplié par le fait qu'on se rapproche évidemment de zéro. Il y a un effet exponentiel. Donc gardons bien ça en tête, hein, quand on était sur des taux de rendement de 2,50 sur certains actifs dans des grandes métropoles, il a fallu prendre 50 centimes, hein, c'est moins 20% sur Oui. la valeur de l'actif quasiment, hein. Mmh. Donc ça va très vite, hein, quand Mmh. les taux bougent à des niveaux très bas. Donc, du coup, on part en fait d'une situation où certaines capitales sont descendues jusqu'à moins 40. Oui. Ça, c'est au moment où les taux directeurs sont remontés à 4, 4,5, 4%, ouais, ouais. 4,5%, que les taux de rendement obligataires, les placements alternatifs sont remontés à des taux de rendement quasiment équivalents. Et donc, du coup, bah, il a bien fallu que l'immobilier se Bien sûr. développe. Maintenant, à 2,75, on pourrait tenter de dire: «Ouais, mais on commence à avoir une prime de risque vachement confortable sur l'immobilier là». Mmh. Si le placement sans risque, il est à 2%, le livret A à 2% par exemple, et que j'achète de l'immobilier, parisien, avec un bon bail derrière qui me rapporte du 5%, 300 points de base de prime de risque, 3 points de pourcentage entre le rendement sans risque et puis mon placement,
c'est peut-être un peu trop, ça c'est pas assez rémunéré, quoi. Mmh. Il y a peut-être une compression des taux qui peut s'opérer. Techniquement, oui, parce que historiquement, sur très longue période, l'écart entre le placement sans risque et l'immobilier d'entreprise, pour les meilleurs immeubles évidemment, c'est à peu près 200 points de base. Grosso D'accord. modo, il y a 2 points de pourcentage entre l'obligation d'État 10 ans française, Mmh. c'est le benchmark qu'on prend en France, et puis le rendement du meilleur immeuble de bureau à Paris. Voilà, 200 points de base. Aujourd'hui, on est sur des primes de risque qui sont plus supérieures. Donc on pourrait tenter de dire, il pourrait y avoir une compression des taux, et donc là, on aurait le même mécanisme qui se mettrait à l'œuvre qu'en 2022, mais dans l'autre sens. Bien sûr. C'est-à-dire que qui dit compression des taux dit revalorisation de l'actif Mmh. immobilier. Mais c'est pas aussi simple, c'est pas une garantie, parce que ça dépend évidemment de l'actif, puis ça dépend aussi de l'appétit des investisseurs pour revenir sur l'IMO. Oui. Quand vous êtes pris moins 40% à Berlin, par exemple, est-ce que vous avez envie de croire au fait que ça va remonter Mmh. là, maintenant, demain Oui, ou il y a un aspect après-demain? psychologique Il y a un également. aspect, voilà, il y a l'aspect mémoire en fait qui fait que Mmh. c'est pas aussi mécanique que cela. Mais grosso modo, aujourd'hui, les primes de risque font qu'on est plus à avoir une remontée des valorisations qu'une baisse. Donc on semblerait arriver au bout de ce cycle de baisse des valorisations de l'immobilier D'accord, d'entreprise. très bien. Donc là, on a beaucoup évoqué le marché de l'immobilier d'entreprise. De l'immobilier d'entreprise, bien sûr, c'est évidemment lié au marché SCPI. Un autre point qui me semble intéressant pour éclairer un peu des investisseurs et des futurs peut-être investisseurs en SCPI, c'est les taux de distribution, les classements en termes de taux de distribution qui sont sortis il n'y a pas longtemps sur les taux de distribution 2024, où on voit certaines SCPI avec des taux de distribution extrêmement élevés, parfois supérieurs à 9%, même parfois supérieurs à 10%. Euh, Est-ce que, Nicolas, des taux de distribution aussi élevés sont soutenables sur le long terme et peut-être revenir sur, je pense que tu vas aborder cela dans ta réponse, mais peut-être revenir sur comment on détermine ce taux de distribution. Oui, alors il faut évidemment rester prudent parce que une SCPI, elle est créée pour 99 ans. Vous regardez les statuts, hein, 99 ans. Il est évident qu'en 99 ans, il va se passer des trucs sur le produit. Et la durée d'investissement moyenne d'un investisseur, d'un épargnant dans une SCPI, quand il investit en direct, c'est une vingtaine d'années. Donc, évidemment, on investit dans une SCPI pour une vingtaine d'années dans les faits. Alors, évidemment, la durée d'investissement recommandée, c'est entre 8 et 10 ans, mais dans les faits, c'est beaucoup plus, surtout si je prends du crédit, si j'investis en démembrement, Oui. etc. Et alors, quelle information faut-il regarder pour se dire quelle est la performance, en fait, long terme du produit? Moi, j'invite, en fait, à regarder une chose, et qu'une chose, en fait, c'est le document d'information clé. D'accord. Voilà, le DIC. Heu, qu'est-ce qu'on a dedans? On a l'impact des frais dans la perf, et cetera, et cetera. OK, ça, dont acte, mais on a aussi, en fait, les perspectives de performance sur 10 ans qu'envisage la société de gestion sur cette SCPI. Alors 8 ans ou 10 ans, ça dépend de la durée d'investissement. Vous allez observer que pour certaines SCPI qui ont pu afficher des taux de distribution très élevés sur les premières années, il y a des explications, je vais y revenir. Mmh. Vous avez par contre une performance long terme qui va être, je sais pas, de 6% par exemple. Mmh. Bah, c'est ça la vraie performance long terme. Et j'ai envie de dire, mais oui, enfin, Après, ça, c'est qu'une promesse, c'est pas non la plus. la promesse qu'on peut faire, alors Oui, évidemment, on peut battre la promesse, mais on peut aussi se tromper, hein, Bien ça va sûr. dans les deux sens. Donc du coup, je pense que c'est assez raisonnable de se rattacher en fait à cette hypothèse de performance. Chez Rimec, le TRI 10 ans prévisionnel, c'est 6%. On est ravi de le battre, puisqu'aujourd'hui, on a 11,1% de TRI sur 3 ans, sur les 3 premières années sur le produit. Donc oui, on le bat allègrement. Simplement, un nouveau client qui rentre dans les SCPI, on dit, c'est 6%. Voilà. Et c'est ça qu'on te vend. On ne veut pas te vendre plus. Et si on fait plus, on est ravi. Donc, deuxième élément, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'on est dans un marché aujourd'hui qui est peu cher, donc les rendements sont élevés. Et effectivement, on achète aujourd'hui de l'actif immobilier de qualité à 6, 7, parfois 8% dans certaines conditions. Alors Mmh. attention, plus on monte dans les rendements, plus, sauf anomalie de marché, mais bon, normalement, on est sur des marchés assez efficients, plus ça traduit un risque. Donc, j'entends des discours ça et là en disant: «Ah mais eux, ils achètent à 8,5, c'est quand même carrément mieux que 7%.» Attention, c'est un brouillard. À travers un taux, vous n'exprimez qu'une partie du problème. Si vous avez un immeuble qui a une situation locative, en fait, fragile, vous allez appliquer un taux de rendement élevé pour assurer une prime de risque supplémentaire liée à ce risque. Donc c'est logique. Au lieu d'acheter à 7%, vous êtes à 8,5 parce que vous anticipez une sortie du Mmh. locataire, donc des problèmes, des travaux, etc. A contrario, si vous êtes sur des taux de rendement plus bas, mais que vous avez un bail très très long, bah, c'est normal, votre prime de risque, elle est nécessairement plus faible et le vendeur ne va pas se départir d'un immeuble qui a des flux certains à un taux de rendement très élevé. Donc,
Attention. Mais globalement, on voit dans le marché, on est à peu près tous à investir autour de 7,5 Mmh. Donc forcément, comment on arrive à afficher du 10, du 12? Il y a 2 mécaniques en fait qui rentrent en œuvre et personne ne le cache, mais il faut bien être au courant du Mmh. sujet. La première, c'est le dénominateur. Pour calculer un taux de rendement, on prend d'une SCPI, on prend son dividende et on le divise par un prix, d'accord? Évidemment, ce prix, quel est-il, l'année du lancement de ma SCPI? Bah, ça peut être le prix de la part sponsor, Mmh. c'est-à-dire le prix de la part décoté de 4, 5, 6, enfin peu importe, hein. Mmh. Et donc du coup, bah, si mon dénominateur a une valeur inférieure, touche égale par ailleurs, mon rendement va être supérieur. OK? Donc évidemment, ça, cet impact-là, il a lieu qu'une année, l'année du lancement de la Mmh. SCPI, il ne se reproduit pas les années suivantes. Le deuxième impact, c'est que, on peut avoir 2 phénomènes. Le premier, et ça je pense que le régulateur, se penche sur la question, de très près. Ouais. On peut avoir des annualisations de distribution mensuelle ou trimestrielle et ça, c'est pas possible, Oui, ça c'est mais on c'est le voit. interdit par, Voilà, on le voit. Donc ça, évidemment, ouais. on pense bien que c'est quelque chose sur lequel on peut pas vraiment, capitaliser parce qu'on verra bien ce qui se passera par la suite, mais, voilà, ça se fait pas. Ouais, On ne peut bon, pas le faire. en gros, peut-être pour expliquer, simplement, c'est par exemple une SCPI qui a que des dividendes sur 2 mois et qui va multiplier par 6 les dividendes pour avoir un rendement annualisé et ça, Voilà. c'est une pratique qui est interdite, il me semble, par l'ASPIM. Alors que par la SPIM, même, Ouais, enfin les choses sont très claires aussi au niveau du règlement, c'est le TRI d'accord. qui prime et c'est Ouais. ensuite le taux de distribution annuel en fait, qui prévaut. Donc du coup, il faut savoir en fait bien, distinguer, les vrais rendements annuels perçus pour une durée d'investissement du 1er janvier au 31 décembre, d'un rendement qui a été annualisé sur Ouais. la base de quelques coupons. Et le deuxième facteur aussi qui a un impact assez important et Remake Live en a bénéficié et aujourd'hui beaucoup moins évidemment, Mmh. c'est que lorsque vous avez une SCPI qui a un délai de jouissance, vous savez quand vous investissez dans une SCPI, on vous dit, vous souscrivez et puis, pour que, la société de gestion ait le temps d'acheter les immeubles, eh bien, vous allez avoir 3 mois, 4 mois, 5 Mmh. mois, 6 mois pendant lesquels vous n'aurez pas de dividendes. Ça permet en fait à la société de gestion de trouver les immeubles qui généreront les dividendes et que vous pourrez percevoir au bout de 6 mois, par exemple. Et bien évidemment, si vous investissez, cette collecte plus rapidement que le délai de jouissance, vous allez distribuer le fruit, des revenus de ces investissements aux investisseurs antérieurs à votre arrivée. Mmh. Or, comme il y a moins d'investisseurs avant qu'aujourd'hui, bah, vous distribuez du revenu sur une assiette d'épargnants en moins grand nombre et donc vous avez une espèce Oui. d'effet de levier qui est lié en fait à ce délai de jouissance. Donc si vous avez un délai de jouissance de 5 mois plein par exemple et que vous investissez au Royaume-Uni en un mois, Mmh. bah, vous avez 4 mois, de revenus qui bénéficient aux anciens investisseurs et donc qui viennent booster le taux de distribution. Donc ça, ce facteur-là, en fait, il n'est pas anodin parce il peut générer de très gros écarts, en fait, sur les taux de distribution, la première, la deuxième et parfois même la troisième Oui. année et Surtout quand la SCPI est jeune, heu, quelque chose qui est important, c'est, en fait, le niveau de la collecte par rapport à la c'est capitalisation. ça, Plus le niveau exactement. de la collecte est important par rapport à la capitalisation, plus cet effet joue et bien sûr également, plus, le délai de jouissance est long, enfin plus l'écart entre le moment où sont investis les fonds et le moment où vont jouir les Exactement, nouveaux associés. exactement. Donc D'accord. finalement, le juge de paix, c'est quoi? Bah, je vous invite, si vous avez le temps, à lire les rapports annuels des SCPI lorsqu'ils sont sortis à peu près au mois de mai et vous allez avoir le résultat par part qui sera indiqué. Alors vous l'avez aussi dans d'autres documents, mais, dans le rapport annuel, tout est, spécifiquement explicité et là, vous aurez, tiens, c'est curieux, mais quelque chose qui ressemble plus au taux de rendement immobilier Mmh. auquel la SCPI aura investi. D'accord. Et c'est ça un peu le juge de paix. Donc il y a une convergence en fait de ces SCP-là qui va s'opérer vers des taux de rendement qui ressembleront, comme c'est bizarre, aux taux de rendement immobiliers Oui. des investissements qui ont été réalisés. Voilà. D'accord, très bien, très clair. Donc pour répondre à la question, ces taux de distribution à 9, 10 comme on vient de l'expliquer, ne sont pas durables pour, toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Alors dernière question un peu sur le marché SCPI et sur, le marché de l'immobilier d'entreprise. C'est un élément qui est très peu abordé, pourtant c'est un élément, voilà, qui me semble intéressant, c'est l'arrivée d'ELTIF 2.0, je ne sais pas si je prononce bien l'acronyme d'ailleurs. Donc Super. ouais, les fonds européens d'investissement à long terme, donc ELTIF, ce sont des véhicules d'investissement créés par l'Union européenne en 2015, Ouais, qui ont connu un assouplissement réglementaire en 2023. c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces fonds ELTIF? Parce que je pense que la plupart, des épargnants, des investisseurs ne savent pas ce que sont les fonds ELTIF et même beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine d'ailleurs, l'ignorent. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais. un peu de ces fonds?
Tout à fait. Alors, vous avez tous fait l'expérience, d'acheter des ETF, vous remarquerez qu'ils sont tous au Luxembourg, en Irlande. Ouais, Il y en a exactement. pas en France, hein, quasiment pas, je crois pas en tout cas. Et la plupart des OPC en fait, hein, dans lesquels vous allez investir sont assez régulièrement luxembourgeois de droit étranger. Donc il y a aucun problème en tant que Français d'aller investir dans un produit financier à l'étranger. Par contre, comme c'est curieux, c'est très compliqué, c'est voire même impossible d'investir dans un fonds de droit étranger de type, FIA, donc fonds d'investissement, non coté, Ouais. tout simplement parce que la réglementation ne l'autorise pas. Alors si la réglementation pourrait l'autoriser, mais il faudrait dans ce cas-là que moi, en tant que société de gestion, j'aille dans chacun des pays d'Europe pour demander un visa Mmh. permettant à mon produit de distribuer localement. Vous imaginez l'AMF allemande Ouais. vous voir arriver avec votre SCPI, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi, circuit, rien à voir. Donc aujourd'hui, on n'a pas un marché des capitaux, des fonds non cotés, que ce soit en private equity ou en immobilier, qui est européen. Chaque pays, en fait, a sa propre salsa. Il faut reconnaître que nous, avec la SCPI, on a quand même une salsa très particulière parce que ça n'existe nulle Ouais, part ailleurs. Voilà, ouais, c'est vraiment simplement. une particularité Le revenu française. foncier de droit français, ça n'existe qu'en France. Et donc, la transparence fiscale d'une SCPI, qui est une SCI à la base, Mmh. ça n'existe qu'en France. Donc, qu'est-ce qu'il a été imaginé avec LTIF, qui a été lui-même imaginé après la grande crise financière de 2010? C'est de dire on va mettre à profit l'épargne des Français et des Européens pour faciliter en fait le placement dans des fonds d'infrastructure. C'est vrai qu'au début, LTIF, c'était surtout l'infrastructure, à financer des aéroports, des autoroutes et des énergies renouvelables, et donc financer plutôt le private equity. On a émis tellement de contraintes d'investissement autour de LTIF 1.0 que ça n'a pas fonctionné en fait. C'était trop contraignant à gérer. Il y a Mmh. eu quelques sujets, mais vraiment, ça n'a pas été un grand succès. Le régulateur, en fait, l'a compris. Il a bien compris, en fait, qu'il fallait assouplir, les règles. LTIF 2 aujourd'hui, qui couvre à la fois l'immobilier, l'infrastructure, le private equity et cetera, est beaucoup plus assoupli. C'est-à-dire que demain, on peut créer effectivement un fonds immobilier qui obtiendrait un label LTIF, qui est quelque part un certificat comme quoi ce produit est exportable à l'étranger. Mmh. Donc techniquement, demain, oui, je pourrais exporter ma SCP à l'étranger. Alors évidemment, il faudra trouver des conseillers en gestion de patrimoine qui comprennent le produit, qui veuillent le vendre, etc., etc. Puis il faut évidemment le traduire, enfin bon, Ouais. tout ce qui va avec, hein, comme on l'imagine. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi pour des investisseurs, pour des sociétés de gestion étrangères, l'occasion aussi de mettre un pied en France, là où, sur le non-coté, il n'y a que des sociétés de gestion franco-françaises. Ouais. On pourrait très bien imaginer demain un Blackstone qui arrive avec bonjour, voilà un LTIF 2.0 luxembourgeois, je le commercialise en France, bam. Et on se retrouve Ouais. avec un concurrent fonds immobilier non coté LTIF qui s'appelle Blackstone. Mmh. Et là, on se retrouche les manches quand même, hein. Ouais. Donc, c'est à la fois une opportunité en fait d'aller, parce qu'on a quand même une industrie de l'épargne immobilière non cotée qui est assez puissante en France, hein. Pour donner un ordre d'idée, c'est 100 milliards d'euros d'épargne immobilière non cotée en France, dans le grand public, c'est 120, je crois, en Allemagne. Après, ça s'écroule à des niveaux extrêmement faibles. Donc, on Mmh. est très puissant en fait en Europe, donc on a les moyens quand même d'exporter notre savoir-faire. D'accord. Mais l'inverse est vrai, et il n'est pas inenvisageable que le Luxembourg, qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus rapide à mettre en place en fait hein, ces réglementations, bah, arrive avec une offre LTIF qui soit bah, assez intéressante, en Mmh. tout cas nouvelle. Donc Ouais. voilà. Mais pour l'instant, c'est quand même assez anecdotique, sur le marché de l'immobilier. Tu penses que ça va se développer, Ah, au je cours des pense qu'il y a prochaines des, il y années, a des- ouais? il y a des offres dès cette année qui vont sortir. Alors, Ouais. des offres étrangères qui arrivent en France, je ne les connais pas parce elles obtiennent leur label à l'étranger, donc on n'est pas forcément au courant. Mmh. C'est assez discret, mais quand elles arrivent en France, oui, par contre, ça, on le verra. Donc, je Mmh. pense qu'on va avoir, oui, des produits de type LTIF français qui vont peut-être pouvoir se passeporter en fait à l'étranger, qui vont arriver sur le marché, et puis surtout des produits étrangers qui vont arriver. Deuxième Ouais. chose aussi, LTIF assouplit un certain nombre de choses en ce qui concerne l'éligibilité. D'accord. On peut techniquement rendre un fonds professionnel, un FPS en fait, un fonds professionnel qui est dédié à une clientèle professionnelle, comme son Mmh. nom l'indique. Si ce fonds obtient le label LTIF, donc ça c'est évidemment une discussion avec l'AMF, dans ce cas-là, les conditions d'accès à ce produit-là, qui est un produit professionnel, tombent à 10 000 euros. Donc on peut aussi avoir des produits Alors que c'est qui 100 000 étaient € habituellement? alors que c'est 100 000 euros Ouais. habituellement, ouais, exactement. Donc ça aussi, c'est une évolution qui est en train d'arriver. Il y a quelques produits qui commencent à sortir, et tant mieux, parce que ça crée de la nouveauté Mmh. dans les produits immobiliers. OK, très intéressant. Je pense qu'on a un peu fait le tour sur l'immobilier d'entreprise et le marché SCPI. Maintenant, on va entrer davantage dans le détail, des spécificités donc, de la SCPI, Remake Live, que Remake Asset Management, gère.
Premièrement, on va un peu parler, de, la location sectorielle. Donc on parlera après de la location géographique, peut-être de votre utilisation, de l'effet de levier. Donc pas mal de points très intéressants. D'abord sur votre allocation sectorielle, donc au 31 décembre 2024, Remake Live était investi à 38 dans les bureaux. Quelle est un peu votre position sur ce secteur? Moi, je parle à beaucoup de clients qui parfois ont des craintes, par rapport à l'avenir, des bureaux. Quelle est votre conviction un peu au sein de Remake? En fait, à partir du moment où il y a une classe d'actifs qui est à la mode, faut pas y aller. À partir du moment où il y a une classe d'actifs qui est honnie, il faut regarder. Donc, nous, on adore en fait tout ce qui est un peu mis de côté. Pourquoi? Parce que vous avez forcément des gens qui veulent vendre, vous avez forcément des bons actifs parmi tous ceux qui sont à vendre, et c'est bizarre parce qu'à côté de vous, vous avez personne pour contredire le pricing que vous voulez faire aux vendeurs. Et donc, du coup, vous achetez dans de bonnes conditions. Donc, nous, on aime bien, on est ravis que le bureau se fasse bâcher parce que on est tranquille à faire nos courses. Donc ça, c'est le premier point. Donc, méfions-nous de tout ce qui est à la mode. On a beaucoup parlé de la santé avant 2022 parce que, bon, vous êtes d'accord qu'un jour vous allez mourir, vous êtes d'accord qu'un jour vous allez être malade, donc il faut vous soigner, que diriez-vous de faire de la SCPI santé? OK, mais sauf que est-ce que, aujourd'hui on a les moyens de financer notre santé en Europe, hein, de façon générale? C'est dur. Est-ce qu'il n'y a pas une pression en fait, hein, sur, les coûts salariaux, liés à la santé? C'est dur. Est-ce que les retraites vont permettre de payer, justement ces soins, cet accès à la santé, les EHPAD et cetera? C'est quand même pas certain. Donc du coup, on a quand même un marché certes qui est porteur parce qu'on sait qu'il y aura de plus en plus de seniors, mais en revanche, le financement de ce secteur est quand même pas évident et donc du coup, est-ce que l'immobilier va rester rentable très longtemps? Et Mmh. c'est pas super certain. Donc on se méfie en fait de ces effets de mode, au même titre que la logistique a été, hyper recherchée en 2022. Il y a eu un saut de plus de 20 des valeurs locatives du jour au lendemain. Les valeurs locatives, par exemple à Londres, qui sont passées de 100 en bas 100 à 2004 en 2014 à 200 en 2024. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un engouement en fait sur cette classe d'actifs de la logistique qui a créé: «Oh, ouais, il faut faire de la logistique». Oui, sauf qu'aujourd'hui, on est à 15 en dessous de la moyenne décennale en demande placée. Donc il y a quand même un sujet quand même sur la logistique, hein. C'est pas donc nous, on se méfie globalement de tout ce qui est à la mode et de tous les territoires aussi qui sont à la mode. Voilà, et on va là où les autres ne sont pas parce qu'on a ce qu'on appelle un pricing power avec les vendeurs qui nous semble être plus puissant. Donc est-ce que le bureau est à bannir? Non. Le bureau, on en aura toujours. D'ailleurs là, on est dans un immeuble de bureau en ce moment. Exactement. Voilà, alors c'est pour un autre usage que discuter avec son collègue autour d'un café, mais en tout cas, c'est l'immeuble du bureau. Moi, ce que j'observe simplement, c'est que la demande placée en Europe est inférieure, entre guillemets, de seulement 8% par rapport à la moyenne décennale. Donc on n'est pas devant vraiment un crash complet du bureau. Je pense qu'on est omnubilé par des micro-sujets. Alors évidemment, quand on parle de la défense, c'est gros, mais c'est un sujet spécifique, Mmh. comme Canary Wharf d'ailleurs à Londres, hein, qui souffre, hein, qui est la défense londonienne. Par contre, vous allez dans Londres City ou Londres West End, vous verrez, la vacance, elle est largement inférieure à 10%. Donc ça veut Mmh. dire qu'il y a toujours une demande qui s'exprime sur des immeubles bien placés et de bonne qualité. Ça, de toute Mmh. façon, c'est vital. Vous êtes en deuxième couronne sur un immeuble moyen, et qui plus est vide, là, c'est sûr que c'est la bérésina complète et souvent la sortie, c'est je rase et je fais de l'habitation à la place. Mmh. Donc il faut savoir trier le bon grain de livret. Mais si en face de moi, j'ai personne pour contredire mon prix, j'achète dans d'excellentes conditions et c'est ce qu'on a fait. On a acheté, par exemple, je donne un exemple, hein, donc évidemment, ça ne reproduira pas tous les actifs et les investissements futurs, comme on le préciserait dans nos plaquettes. Ouais. On a acheté un immeuble loué à France Télécom, British Telecom, parce que je suis à Dundee en Écosse. Immeuble neuf, il est livré, British Telecom se met Ouais. dedans. Il signe un bail de plus de 15 ans, et il consent un taux de rendement supérieur à 7% et indexé en fait chaque année. Vous achetez quasiment une obligation British Telecom, on va dire que c'est solide. 15 ans, taux de rendement de 7%. Bah, faites votre calcul, hein, vous avez payé une fois et demie l'actif à la fin Mmh. du bail. Et encore, c'est même pas sûr en fait qu'il ne Ouais. reste pas dans l'immeuble encore 10 à 15 ans de plus. Mmh. On pense que c'est une bonne idée. Et cet Mmh. immeuble-là, s'il avait été vendu en 2021, probablement qu'il aurait été sur des taux de rendement de 5,25. Mmh. Donc là, c'est une opportunité d'investir dans les actifs, mais dont on pense qu'ils vont rester voilà, recherchés dans le futur, et où le foncier, ça c'est important, où le foncier a une valeur. Oui. À la fin, il reste un terrain. C'est toujours vraiment important à avoir en tête. Lorsqu'il n'y a plus de locataires, il y a un immeuble. Lorsqu'il n'y a plus d'immeuble, il y a un terrain. Ça, c'est vraiment... Ouais. C'est vrai qu'en plus, vous avez eu cette chance, d'investir beaucoup en 2023 et en 2024. On pouvait à la fois, faire, des taux de distribution quand même assez importants sur les acquisitions et en même temps avoir des emplacements, plutôt premium. Exactement. Donc ça, Faute de concurrence, en fait. c'est le gros avantage.
Et puis, alors une crainte aussi au niveau des bureaux, c'est le développement du télétravail. Hem, je ne sais pas ce que vous en pensez au sein de Remake, mais j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout, du télétravail. On voit par exemple, ça s'était beaucoup plus tôt développé, aux États-Unis et qu'ils sont un peu en train de revenir. Il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent et qui, imposent alors, soit avec la carotte, soit avec le bâton, un retour, de leurs employés, au bureau. Donc j'ai l'impression qu'on arrive un peu, à la fin de cette narrative un peu, justement, bureau Oui, bashing. oui, absolument. Moi, je confirme et on voit, hein, la demande placée qui s'exprime, en Île-de-France, de la part des grandes entreprises, c'est justement des surfaces complémentaires pour gérer le retour, en fait, le besoin supplémentaire de surface. Mmh. Qu'est-ce qu'on a observé? Je rappelle que c'est pas tellement le télétravail, hein, qui a tué les surfaces du bureau, c'est le flex office. Parce que vous pouvez très Mmh. bien imaginer le télétravail. Nous, on est 20 personnes, chez Remec. Tout le monde a son desk, hein, tout le monde a son bureau. Simplement que ce qu'on n'a pas fait en revanche, c'est le flex office, où là on se dit: «Bon, bah, statistiquement, j'ai jamais plus de 15 personnes au bureau, bah, j'aurai 15 desks». Mmh. C'est ça qui réduit la surface de travail. Il y a des entreprises et notamment les grandes, mon propos, c'est de dire que ce sont surtout les grandes entreprises qui ont pu réduire, comme ça drastiquement les surfaces en faisant, bah, de la probabilité, quoi. Oui. Et j'observe que pour ces entreprises-là, elles se retrouvent le lundi en fait à plus avoir de place et Mmh. à demander plus d'espace et à relouer des surfaces complémentaires. Alors, c'est pas une généralité, mais on sent effectivement qu'on est arrivé en fait à un mouvement de retour en fait, pas massivement au travail, mais peut-être plus raisonnable, en tout cas des besoins qui vont s'exprimer en surface. Mais encore une fois, hein, pas en deuxième couronne sur un immeuble vide, hein. Plutôt, à Paris, plutôt enfin en tout cas dans les grandes métropoles et les cœurs de ville. Tant et si bien d'ailleurs que les niveaux de loyer, à Paris, hein, sont, historiquement, n'ont jamais été aussi élevés de toute Mmh. l'histoire, moderne de l'immobilier de bureau, hein. Mmh. Alors que, voilà, on dit: «Le bureau, ça va pas bien», mais attendez, on a des loyers. Alors certes, si on les Ça dépend quel inflate type de bureau, ouais. si on les inflate, c'est pas tout à fait la même réalité. Ils étaient plus chers en 1990, hein, faut pas se leurrer. Mais aujourd'hui, en euros, courants, hein, on est à des niveaux, historiquement élevés. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande, mais seulement pour des locaux, en fait, bien placés et qualitatifs. Donc une espèce de divergence qui se crée entre ces demandes, ouais. D'accord, très bien. Donc là, on a beaucoup parlé des bureaux. Est-ce que vous avez un peu, la même conviction au sein de Remake pour, les commerces, où il y a également des craintes, au niveau des commerces avec, le développement du e-commerce? Est-ce que c'est un peu la même chose que les bureaux? C'est-à-dire, il y a de très bonnes opportunités du fait que peut-être, des investisseurs et des fonds vont moins dans cet actif? Ouais, alors en fait, le commerce a souffert, bien avant le bureau, hein. On va dire Mmh. qu'il a souffert à partir de la deuxième partie des années 2010, avec la remise en cause la remise en cause notamment du modèle du mall, hein, enfin du centre commercial intégré avec ses boutiques. On l'a vu aux États-Unis, bien avant les années, 2020, hein, avec, des malls qui se fermaient, complètement, hein. Et puis petit à petit, au Royaume-Uni, le sujet est arrivé un petit peu plus vite et on l'a vu aussi en Europe continentale avec des centres commerciaux qui ne marchent pas tout simplement. Mmh. Et le drame, c'est que sur ces formats-là, quand ça commence à ne plus marcher, en général, ça s'arrête pas jusqu'à, potentiellement la fermeture complète. Mmh. Très difficile de recruter de redonner en fait, hein, de l'allant à un centre commercial qui D'ailleurs, qui ouais, décline. on a vu beaucoup de foncières cotées, avoir, beaucoup de déboires, qui investissaient beaucoup Exactement. dans les centres commerciaux, hein. Et notamment en Amérique, effectivement. Mmh. Donc, du coup, nous, on reste très prudent sur ces classes d'actifs parce que c'est vraiment un format qui est en train de se repenser autour plutôt du leisure, donc le cinéma, les loisirs, et cetera, et moins, en fait, la vente de fringues, même s'il faut un mix entre les 2. Mais on le voit qu'on a cette mutation qui se fait et qui coûte extrêmement cher. Il y a des pertes de valeur qui sont absolument colossales. Mmh. Donc on va rester à l'écart, en fait, de ces centres commerciaux, en fait, intégrés. En revanche, on a toujours été positif sur le retail park pour la retail park, donc c'est, le format de centre commercial à ciel Ouais. ouvert où on gare sa voiture au milieu et puis on fait ses courses dans des coursives tout autour. Pourquoi? Parce qu'en fait, les niveaux de charge sont bien inférieurs à ceux des centres commerciaux. On n'a Mmh. pas besoin de climatiser l'air puisqu'on est à l'extérieur, on est juste protégé de la pluie. Donc on a des coûts de fonctionnement pour les locataires qui sont moins élevés et donc du coup une pression sur les loyers qui est plus basse et donc des formats qui fonctionnent mieux. Donc le retail park a quand même relativement bien tiré son épingle du jeu sans trop souffrir en France, en Europe de façon générale. Et puis ce qu'on a vu, et alors là, il y a eu vraiment du pour et du contre, enfin plutôt du positif et du négatif, sur le commerce de pieds d'immeubles dans les métropoles européennes. La zone A, notamment là où il y a du luxe, c'est souvent la zone A, enfin, ce sont les meilleures zones en fait, hein, Ouais. dans les différentes villes d'Europe, Mmh. sont souvent guidées par souvent le luxe, hein, ce sont les artères en fait où on trouve du luxe, Mmh. qui ont vu leur loyer constamment augmenter de façon assez impressionnante. Et puis très vite, sur les zones secondaires, des baisses de valeur Ouais. locative qui ont été assez fortes. Mais ce qu'on note quand même, c'est que
ce phénomène-là qui a eu lieu entre 2015 et puis jusque maintenant 2020-2022, Mmh. nous on note, hein, on le voit en fait, un retour finalement du commerce de pied d'immeuble bien placé. Je ne parle pas du luxe, hein, qui est vraiment un épiphénomène, Même sur les comme on zones peut le voir. secondaires? Alors, zone A bis, Ouais, c'est-à-dire en fait, d'accord. là, on va mettre, du vêtement, et Mmh. cetera. Donc je sors en fait, hein, le luxe et là, on retrouve en fait un regain d'intérêt avec, ce qu'on appelle des footfalls. Donc c'est le nombre de piétons qui passent à un endroit donné et des chiffres de consommation qui redeviennent dans certaines métropoles d'Europe, croissants. Et alors ce qu'on a observé, c'est qu'il y a certains pays, notamment, prenons le cas du Royaume-Uni, hein, qui en 2022 a connu mais vraiment une baisse, je crois moins 20 hein, je crois, sur le chiffre d'affaires général dans ces boutiques. Ça a été absolument, Mmh. colossal, monstrueux. Et donc du coup, des ventes, vraiment à la casse, hein, sur ce type de périmètre. Et nous, on aime bien justement, encore une fois, parce que: «Ah ouais, ça marche pas très bien, ouais». Eh beh, c'est curieux, mais on vient juste d'acheter le Nike, qui est à OK. Glasgow, dans la deuxième ville, la deuxième rue, la plus commerçante, du Royaume-Uni, en termes de footfall, donc de Mmh. piétons, de personnes, sur des taux de rendement de 7 avec un bail, jusqu'en 2029 minimum attaché. Bon, bah, ça, on n'aurait jamais pu le trouver, ne serait-ce qu'en 2019 ou 2020, ça. Il y a eu vraiment une baisse des valorisations, donc une hausse des taux de rendement et c'est des pépites comme ça qu'on aura du mal probablement à retrouver dans un environnement, qui se portera mieux. Donc Mmh. pourquoi, hein? C'est tout simplement parce que, ce produit-là n'est pas regardé à l'investissement, très peu Mmh. regardé. On a ce réflexe en fait, hein, de dire: «Ouh là là, le commerce ça fait peur, j'y vais Ouais. pas». Du coup, il y a personne, et bah, vous êtes en situation de négocier les prix au mieux. Et puis, peut-être à l'inverse, il y a un secteur qui est beaucoup plus regardé, c'est le secteur de la logistique. Est-ce que le risque, du coup, c'est pas que, bah, peut-être à l'inverse des bureaux et du commerce, qu'il y ait pas une survalorisation, Mmh. de ce secteur? Qu'est-ce que toi, tu as observé en tant que gérant de fonds sur ce secteur depuis quelques années et puis peut-être même, depuis un peu plus long terme? Parce que tu gères des fonds immobiliers depuis très longtemps. Oui, alors moi j'ai connu les entrepôts avant que ça s'appelle, la Ouais. logistique, donc et effectivement, c'est un marché quand même qui est très cyclique, hein. Très cyclique parce que quand vous avez des plateformes logistiques de 100 000 m², en blanc, lancées sur un marché, bon évidemment ça pèse énormément sur le marché local parce que 100 000 m², il faut trouver, Mmh. l'utilisateur en fait qui va avoir l'opportunité de s'installer là, si je décide de construire cette plateforme logistique en blanc. C'est-à-dire je prends le risque, je construis et Ouais. j'attends qu'il y ait un locataire qui arrive. Ce qu'on observe quand même, c'est que la logistique, ça a été quasiment le seul marché entre 2020 et 2025 dont les loyers ont considérablement augmenté. Alors il y a eu le covid, donc du coup, bah, oui, le e-commerce, il nous Mmh. faut plus d'entrepôts, plus de logistique. Alors c'est vrai, hein, c'était, intimement lié en fait à ce facteur-là. Mais les loyers, enfin par exemple entre 2015 et 2024, les loyers en Île-de-France sur la logistique ont augmenté de 40 au cumulé. C'est énorme, hein, Mmh. enfin le bureau, on n'en est certainement pas là. Je parle du bureau, la défense et cetera, pas le Mmh. bureau prime qui est un peu particulier. Donc du coup, on avait, cette croissance en fait régulière, et même il y a eu un pic en 2022, hein, des loyers. Donc on revient en fait à la démonstration de tout à l'heure, c'est quoi le taux de rendement d'un immeuble? C'est en fait les flux futurs, les loyers futurs que je vais, pouvoir, capturer, capitaliser à un taux qui intègre une prime de risque. Si j'investis en 2022 et que je vois que les loyers ont augmenté de 10 l'année dernière et que je me dis: «Il y a une telle demande que les loyers vont augmenter de 10 par an pendant 10 ans», bah, forcément, je vais prendre mes loyers hypothétiques futurs Mmh. sur mon entrepôt et puis je vais lui appliquer un taux de rendement très faible parce que je vais lui mettre une prime de risque faible, parce que j'ai j'ai la conviction que les loyers vont augmenter. Ouais. Tu vois? C'est Mmh. c'est vraiment ça, c'est comme ça que ça s'opère et du coup, on s'est retrouvé sur la logistique au meilleur moment à des taux de rendement de 3,90 sur la meilleure, zone logistique, base logistique, en France. Aujourd'hui, on est plutôt remonté à 5,5-6 donc ça fait quand même un sacré gain en termes de Ouais. valorisation. Bah, c'est simplement que la remontée des taux, en fait, est venue percuter ces taux de rendement très bas en disant: «Bah, attends, je prends le l'OAT 10 ans à 4 et tu me vends ta Mmh. base logistique à 3,90. Bah non, excuse-moi, moi je préfère faire le l'OAT 10 ans». Bien sûr. Clac et donc il y a eu un donc même chose, même effet, sauf que là, on avait quand même l'impulsion des loyers qui étaient en croissance, c'est que quand c'est à la mode, eh ben, on n'y va pas, voilà Mmh. et on a tendance à voir enfin, le marché commence en fait à se refroidir, très nettement avec des taux de vacances qui augmentent, un peu partout en Europe et nous, on est Sur le logis sur la logistique, ouais, absolument. d'accord. Absolument. Même si, il y a des pénuries de foncier, c'est vrai, en Europe de l'Ouest, il y a des pénuries de foncier parce que, voilà, on essaie de très peu artificialiser, ce qui est une bonne Mmh. chose. En revanche, en Europe centrale et tout ça, bon, il y a quand même un peu plus de foncier, un peu plus de facilité ou dans d'autres pays et du coup, on se retrouve en fait avec un marché aujourd'hui qui est, qui où la demande placée, donc les surfaces prises à bail
est 15% inférieur à la moyenne décennale, donc il y a moins de demandes placées, donc c'est-à-dire que quand même c'est important, hein. Mais sur un parc qui ne grossit pas parce qu'on ne construit pas beaucoup de logistique. On n'est pas Mmh. inondé de bases logistiques vides, comme on peut avoir des tours à la Défense qui sont vides. C'est pas le cas. Donc on a un marché qui s'est régulé à la fois avec moins de prise à bail, mais aussi un Mmh. stock disponible qui est pas non plus très élevé, donc un marché qui s'est autorégulé. Mais c'est vrai qu'on a moins d'acteurs aujourd'hui dans le marché à l'investissement. Donc, quand on concourt sur un investissement, bah, on a moins de compétiteurs à côté. On est rentré dans ce marché-là de la grande logistique fin d'année dernière. On a acheté un entrepôt à côté de Varsovie, sur un embranchement d'une autoroute. C'est en fait la base logistique hors alimentaire du groupe Auchan partout en Pologne, sur l'ouest de la Pologne. D'accord. Pourquoi? Bah, Auchan voulait se séparer de ses murs, a signé un bail de 15 ans, a consenti en fait un taux de rendement supérieur à 7%, sur une base logistique classe A. Classe A, Mmh. c'est-à-dire plein de porte-à-quai, des grandes hauteurs, facilité pour gerber, facilité, enfin une dalle parfaitement lisse sur une très grande surface, etc. Donc voilà, on est entré sur ce marché-là opportunément Mmh. parce que le taux de rendement était, et la durée du bail et la qualité de l'actif étaient juste très importants. Mais on ira opportunément. D'accord, très bien. Et est-ce que ce sera cette même logique qui prévalera en 2025? Est-ce que vous avez une idée relativement précise des secteurs que vous allez privilégier là, pour clore un peu cet aspect allocation sectorielle? Donc, quel secteur vous pensez privilégier en 2025 entre les bureaux, les commerces, la santé peut-être, en retour, je ne sais pas? Tu sais, moi, Benoît, chez Remec, on pense que l'un des principaux problèmes auxquels on subit certaines SCPI, hein, notamment sur la liquidité et la performance, ce sont les SCPI très thématiques et a Mmh. fortiori géographiques. Donc, si je décide de faire du bureau en Île-de-France, je m'expose au marché des bureaux en Île-de-France. Je le disais tout à l'heure, une SCPI, ça dure 99 ans. Il est évident qu'en 99 ans, il va se passer des problèmes sur le marché des bureaux en Île-de-France. C'est obligé, Bah, surtout marché. statistiquement. Voilà, sur tout marché. Et donc, du coup, quand on a un fonds ouvert, comme une SCPI, c'est un fonds ouvert. Donc, sous-entendu, il collecte en permanence. Mmh. Ça veut dire qu'il va déformer son allocation au fur et à mesure du temps. Et on le sait, l'investisseur privé, il est très gourmand à l'investissement quand les prix sont hauts et il est moins gourmand quand les prix sont bas. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie. C'est un peu paradoxal, Du quand c'est coup, les soldes, bah voilà. tout le monde fait les soldes, mais c'est pas le cas dans l'investissement. D'accord. Et voilà. Et du coup, tu te retrouves en fait à investir dans une thématique étroite, dans un marché qui n'est pas opportun. Mmh. Et pourtant, bah, c'est ce que tu as dit que tu ferais. Donc tu le fais. Et tu sais que tu fais peut-être une bêtise. Bon, bah, c'est ce qui peut. Donc nous, le sectoriel, on aime bien, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le géographique. Parce que c'est le géographique qui, on le voit dans les CPI qui existaient avant 2022, hein, c'est quand même curieux, mais c'est les CPI relativement diversifiés géographiquement qui ont bien résisté à la tourmente. Mmh. Et c'est un fait, quand on modélise en fait par rapport aux performances passées de l'immobilier européen, c'est l'allocation géographique qui protège beaucoup plus de la volatilité, donc du risque, que l'allocation sectorielle. Donc moi, j'invite à réfléchir plutôt sur des fonds ouverts en diversification géographique, plutôt que d'avoir des spécialisations sectorielles, a fortiori géographiques, Mmh. sur ces CPI-là. Parce que forcément, à un moment donné, ça va se passer pas tout à fait comme prévu. Ouais, mais de toute façon, je crois que c'est largement, bénéfique pour l'investisseur, heu, de plutôt choisir des fonds à la fois diversifiés sectoriellement et géographiquement comme Oui. par exemple, Remake. Alors, mais ça pose une difficulté parce que, bah, du coup, entre 2 SCPI diversifiés, c'est quand même pas facile de choisir, Ouais. laquelle est la plus pertinente et c'est là où, bon, bah, c'est l'équipe de gestion, c'est son track record. C'est aussi, je mets un point d'orgue quand même à pointer ce sujet-là, c'est que, voilà, sur notre SCPI, ce qu'on aime faire, c'est acheter, le plus souvent possible, on ne dit pas dans 100 des cas, mais de la pleine propriété. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des petits immeubles isolés, qui plus est, mélangés dans une copropriété complexe, en fait, qu'on peut pas. Parce que quand on maîtrise le foncier, on maîtrise la Mmh. valeur sur le long terme. Donc finalement, on achète des actifs un peu plus gros que d'autres. Oui, Ouais. notre taille moyenne d'investissement, c'est 15-20 millions d'euros. Bah oui, parce que c'est la taille qui permet d'avoir en fait l'emprise sur le foncier. Alors on reviendra un peu plus tard là-dessus sur, la taille des deals, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Peut-être juste avant, au niveau de votre allocation, géographique, donc, tu l'as déjà évoqué, vous êtes une SCPI, opportuniste, Remake Live est une SCPI opportuniste, qui investit, alors je crois au 31 décembre 2024 à peu près 75 à l'étranger, 25 en France. Vous avez davantage investi, à l'étranger en 2024. Heu, Est-ce qu'il y avait de meilleures opportunités sur ce marché? Est-ce que sur le marché français, bah, il y avait des performances à l'acquisition qui étaient moins élevées, qu'à l'étranger? Pourquoi un peu avoir fait ce choix de plutôt aller à l'étranger en 2024?
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est constamment en train de tester les différents marchés en Europe. Alors les plus grands, on va pas se mentir, on va pas chercher en Slovénie ce qui s'y passe, mais en tout cas dans les différents marchés d'Europe, on a ce qu'on appelle un deal flow, donc Mmh. c'est les opportunités d'investissement qui nous arrivent. Du coup, ça permet d'avoir une sensibilité sur chacun des pays et dans plein de catégories d'actifs, hein, que ce soit de l'hôtellerie, de la logistique, voir s'il n'y a pas des anomalies de marché qui commencent à se dessiner. C'est quoi une anomalie de marché? Bah, c'est de considérer, je ne sais pas, qu'un hôtel parfait à Varsovie soit 250 points de base rémunéré de plus qu'un hôtel parfait à Madrid. Mmh. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'il explique, quoi? Alors que, par exemple, on considère que je suis investi en euros aussi à Varsovie ou à Madrid. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est cet arbitrage, en fait, hein, de territoire, de cycle et aussi d'allocation sectorielle, parce qu'il peut y avoir des anomalies sur une même classe d'actifs par pays. Et donc, du coup, de faire notre marché en fonction de la maturité de ces cycles. Mmh. On a commencé, c'est vrai, historiquement, Remake, on a pas mal commencé en France Mmh. parce que les prix n'avaient pas encore considérablement bougé ailleurs. Ce n'était pas encore le cas, c'était 2021, fin début 2022. On a très vite observé qu'il se passait des trucs en Irlande où on avait des prix cassés, donc on a investi en Irlande, on avait investi en Espagne. Même si aujourd'hui, on a moins d'opportunités en Espagne, le marché a baissé, mais il a cessé de baisser assez rapidement. Mmh. Et puis quand on a vu qu'en Irlande, le marché se revigorait, on est parti au Royaume-Uni. On a vu qu'il s'est passé des choses aussi en Pologne, où là, les vendeurs ont commencé à bien vouloir céder leurs actifs dans des bonnes conditions. Vous voyez, en fait, que c'est la maturité du marché, le fait que les vendeurs soient prêts à vendre, le fait parfois aussi qu'ils soient stressés, il ne faut pas se mentir, hein. Mmh. C'est quand j'ai un fonds en face de moi qui a des problèmes de liquidité qui doit vendre, bah on le sait. Et du coup, il est peut-être plus enclin en fait à vendre Mmh. dans de bonnes conditions. Et en fait, ces différents pays d'Europe, ils sont pas tous, ils dessinent pas tous le même cycle. Mmh. Un marché anglo-saxon va être très réactif à une remontée des taux. Pourquoi? Parce que souvent, pas fréquemment, les taux de financement sont à taux variable. Ça arrive assez fréquemment. Et donc, du coup, vous avez des contraintes sur vos financements quand les taux remontent qui sont beaucoup plus violentes que quand vous êtes à taux fixe avec une banque qui est plutôt cool et qui n'a pas envie de récupérer l'immeuble, surtout pas, hein, par exemple en France. Donc, en Angleterre, vous allez avoir un arbitrage qui va se faire rapidement et dans des conditions plutôt sympas, alors peut-être qu'en France, vous allez avoir un banquier qui sera un peu plus cool, donc il vous poussera moins à vendre. Donc, si vous n'avez pas un vendeur qui est stressé, bah, vous n'avez pas une belle opération à mener. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste qu'il y en a proportionnellement beaucoup moins. Donc, c'est ça qui va guider en fait notre démarche, c'est voir en fait le bon point d'entrée de chaque classe d'actifs chez chaque pays et en fait miser davantage sur ces territoires. Donc, on a fait beaucoup de Royaume-Uni, c'est vrai. Ouais. On pensait faire beaucoup d'Allemagne. Mmh. On avait dit, hein, fin Vous 2023. l'aviez dit, vous l'aviez annoncé. 2024, c'est la France. Rien, c'est rien passé en Allemagne, rien. En fait, le marché allemand, hein, il s'est complètement étiolé en termes Mmh. d'investissement. Les volumes d'investissement sont considérablement plus bas, alors que c'est un gros marché, hein, que les années précédentes. C'est parce qu'en fait, les vendeurs, bah, ils ne veulent pas vendre à des prix inférieurs. Ils ne sont pas contraints de vendre. Donc, ils ne vendent pas. Ouais. Donc, ils gardent. Ouais, mais finalement, ce qui est assez logique, en fait, lorsqu'il y a des prêts à taux variable, effectivement, le marché réagit Ouais. beaucoup plus rapidement. Absolument. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui a prévalu. Donc, on a ouvert deux nouveaux pays, la Pologne et le Portugal, en fait, en 2024. C'est simplement parce que, alors, Portugal, c'est tout à fait opportun, hein. C'est un nouveau retail park tout neuf qui vient de se livrer et qui se vendait, pardon, qui se vendait dans de bonnes conditions. Et Pologne, en fait, bah, c'est une détente sur les taux d'intérêt qu'on a vu, qu'on a perçu. Il y a un troisième facteur aussi qui est assez intéressant et qui décrit, je pense, il me semble, hein, l'environnement de marché qui se crée, c'est que jusqu'en 2020, jusqu'en 2020, on pouvait faire ce qu'on appelait des sell and leaseback auprès de Tu peux propriétaires. Je vais l'expliquer. expliquer, Vous avez donc tu as un industriel qui détient ces murs pour son activité, un logisticien, enfin peu importe, hein, un industriel, il détient ces murs. Les conditions de financement à l'époque bancaire sont vraiment pas chères. Du coup, que fait l'industriel pour développer son activité? Bah, il tire de la dette. Mmh. Et puis arrive la remontée des taux, des coûts de financement qui remontent. Et là, on a un industriel qui dit, bon, est-ce que je ne devrais pas plutôt vendre les murs de ma base logistique, de mon laboratoire à des taux de 7%, par exemple, je prends un exemple, hein, plutôt que d'aller chercher de la dette que je vais payer plus cher dans des conditions qui sont aujourd'hui plus coûteuses. Et donc Mmh. aujourd'hui, depuis 2022, on voit de plus en plus de sale and leaseback, donc des industriels, des propriétaires qui vendent leur immeuble en échange d'un bail. Donc ils sont prêts à mettre des baux très longs, hein. On a acheté un immeuble
loué pour 30 ans, bail de 30 ans auprès d'un laboratoire. Bah oui, c'est son outil de travail, donc il n'a pas envie qu'on le mette dehors. Donc pendant 30 ans, il est locataire de son immeuble. Il consent en fait un loyer qui génère un taux de rendement en année 1 de 7%. Donc c'est plutôt intéressant pour une SCPI. Mais pour eux, ce sont des conditions en fait de sortie qui sont plus intéressantes que de lever de l'equity ou de lever de la dette. Et donc ça, on le retrouve en fait depuis 2022. Et c'est assez intéressant parce que c'est souvent des conditions de négociation qui sont plutôt sympas, parce que c'est une négociation en fait one-to-one avec un vendeur, c'est pas un appel d'offres. Donc on peut négocier en fait voilà, chaque élément du bail, chaque élément de la transaction. Ça, c'est un phénomène qui est vraiment nouveau par rapport à 2022 qu'on n'avait plus vu entre 2015 et 2022. D'accord, ouais, très intéressant. Tu parlais tout à l'heure, des acquisitions à plusieurs dizaines de millions que vous avez fait en 2024. Je trouve que c'est un point intéressant et j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. En plus, en tant que gérant de fonds immobiliers, tu as quand même, voilà, beaucoup d'expérience et j'imagine tu as eu des acquisitions, avec des tailles assez différentes. Moi, quand je parle avec, certains gérants, de SCPI, peut-être de taille plus modeste, ils me disent que, il y a un avantage à aller, sur des acquisitions small cap. Donc on va dire des acquisitions, mettons, à 1 million d'euros ou un petit peu plus d'1 million d'euros. Hem, Aujourd'hui, vous avez une collecte très importante, donc vous pouvez faire des acquisitions à plusieurs dizaines de millions, sans problème. Quelle différence tu verrais et quel un peu avantage, inconvénient tu verrais à se positionner plutôt sur ce qu'on appelle les small caps, donc des petites acquisitions à, mettons, 1 million d'euros ou à aller chercher, des acquisitions à plusieurs dizaines de millions? Quelle différence il y a entre ces 2 types, d'actifs? Bah, déjà, il y a la théorie, hein, c'est que si vous avez fait des études en finance, hein, vous verrez que dans un portefeuille action, au-delà de 20 lignes, la diversification ne sert plus à rien. C'est-à-dire que ça sert à rien. Alors, dans l'immobilier, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des risques qui sont tellement puissants liés à la technique, etc., que 20, c'est peut-être un peu faible comme diversification. Mais on est d'accord que arriver à un certain nombre d'immeubles, en fait, la diversification n'apporte absolument plus rien. C'est-à-dire qu'on ne mitige plus les risques, on ne fait que les ajouter, en fait. Donc, ça, c'est le premier point. D'ailleurs, il y avait une fameuse foncière française, hein, qui est la plus grosse foncière de France, dans les années 90, qui était gérée par un monsieur très, très connu. Lui, sa devise, c'était de dire je ne veux pas avoir plus de 100 immeubles dans ma foncière parce que je veux tous les connaître. Voilà. Moi, j'aime bien. Moi, je m'approprie en fait hein, sa devise. Je pense qu'il a raison parce que c'est la meilleure façon de mieux piloter son portefeuille. Quand vous vous retrouvez à la tête de 500 immeubles, je te mets au défi en tant qu'asset manager de trouver l'énergie en toi pour aller vendre une ligne à 1 million d'euros qui représente moins de 1% de ton portefeuille. En fait, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc, il faut quand même avoir ça en tête, c'est humain et c'est la vie. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas aller trop haut sur les montants unitaires d'investissement parce qu'on se retrouve en fait en face d'investisseurs institutionnels. Du coup, la liquidité, elle est souvent nulle quand le marché en fait s'assèche. Donc effectivement, les gros actifs, faut faire très attention parce qu'il y a peu d'acteurs qui sont capables de les acheter. Ou alors il y en a, mais alors ils coupent les prix si vous devez vendre. Donc du Et coup, c'est... tu dirais que ce montant, c'est à partir de combien de Moi, millions? je pense qu'entre 10, 20, 30 millions d'euros, on est bien parce que sur le 10 millions d'euros, on sort un petit peu des privés qui peuvent faire de la surenchère et qui ont accès à une dette qui coûte moins cher que la nôtre. Nous, en tant qu'investisseurs professionnels, on a une dette qui coûte plus cher que si tu devais monter une dette à titre perso pour acheter ton logement, c'est clair et net. Et donc, du coup, on se retrouve en compétition avec une clientèle privée qui est capable d'avoir des ressources de financement plus chères. Donc, du coup, on pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Après, évidemment, si le fonds est tout petit, bah, c'est logique que l'immeuble soit tout petit dans une logique de diversification. Mais quand le fonds devient gros, 500 millions, 600 millions d'euros, je vois absolument aucun intérêt à faire des deals à 5 millions d'euros. Ça n'a plus aucun sens. Ou alors, c'est un portefeuille. Si c'est un portefeuille, dans ce cas-là, oui, j'achète 20 immeubles à 5 millions chacun, ça fait un portefeuille de 100 millions d'euros. Voilà, il y a quelque chose, il y a une unité en fait hein, dans la négociation. C'est une négociation, j'ai une contrepartie. Pourquoi pas? Mais des lignes isolées à 5 millions d'euros, on voit pas trop ce que ça. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce sont des immeubles qui sont pas en pleine propriété, qui sont mélangés dans une ASL, c'est-à-dire dans un ensemble en fait d'immeubles. Donc finalement, on maîtrise pas trop le terrain. Bon, Et pas tout le temps, ouais. mais souvent. Et pour un investisseur, par exemple, qui hésiterait entre une SCPI small cap avec, mettons, une capitalisation de 50 millions d'euros et une SCPI avec une capitalisation beaucoup plus importante, mettons proche du milliard, hem, à ton avis, qu'est-ce qui devrait guider son choix et quel pourrait être l'avantage de plutôt aller sur la small cap ou de plutôt aller sur, la SCPI qui a déjà, une capitalisation très importante? Alors moi, je pense qu'on est small cap parce qu'on peut pas être autre chose.
Donc, c'est simplement que je crois qu'on serait big cap si on pouvait être big cap, hein. Faut pas se leurrer, c'est que quand j'ai 100 millions d'euros de collecte, je peux pas acheter des immeubles à 1 000 000 €. Ça marche plus, en fait, ça n'a plus aucun sens. On se retrouve à collectionner des petits immeubles. Donc je pense que le conseil doit pas démarrer de là. Mmh. À mon avis, je pense que le conseil, c'est plutôt de se dire: «Est-ce que vous considérez, madame, monsieur, que les niveaux de taux étant très élevés, les taux de rendement auxquels on investit sont très élevés, donc on est dans un market timing qui est bon?» Vous partagez, cette opinion? Oui, je la partage. Dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à aller dans des fonds qui investissent massivement dans ce cycle, Mmh. Qui ont qui déjà sécurisé. proportionnellement, cette collecte, en fait, est suffisamment importante pour déformer positivement le portefeuille de la SCPI. Parce que j'ai un portefeuille de 5 Ouais. milliards, je collecte 100 millions d'euros. C'est bien 100 millions. Oui, mais 100 millions pour déformer 5 milliards d'euros, Mmh. vous savez, les cailloux dans le sac à dos, là, bah, c'est pas évident, ça va pas déformer grand-chose. En revanche, 100 millions d'euros dans un portefeuille qui fait 300 millions d'euros, dans un marché qui est bas, c'est plutôt malin. C'est Ouais. plutôt malin. Donc c'est ça, c'est cette proportion en fait, hein, de collecte par rapport à la taille du fonds, le tout dans un marché qu'on estime comme étant bas, avec des Mmh. prix bas. Et à mon avis, le conseil, il est là. Ensuite, moi je dirais plutôt, optez plutôt sur le long terme, sur la diversification géographique, parce que si vous décidez d'être 100% français, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un accident en France, notamment sur la fiscalité, qu'il y ait un accident sur la macroéconomie avec une récession, qu'il y ait des défaillances. D'ailleurs, on entend parler vachement de défaillances. Mmh. Alors que la diversification géographique, ça ne vous met pas à l'abri de défaillances, bien évidemment, mais bon, on peut estimer que ça n'arrivera pas tous Mmh. les problèmes n'arriveront pas tous au même moment, au même endroit. Et donc, le géographique et le market timing, pour nous, ça nous semble être la bonne option. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire sur Remake Live. D'accord, très bien. Alors si je reviens à la première partie de cette vidéo, où on parlait, des taux qui avaient très fortement augmenté en 2023, de la baisse ensuite, qui s'en est suivie en 2024 et là, il devrait également continuer à baisser en 2025. On a également parlé de son impact, de l'impact de la baisse des taux sur la valorisation de l'immobilier d'entreprise. Hem, En tant que gérant de SCPI, nécessairement, s'il y a une baisse de l'immobilier d'entreprise, en tout cas sans doute, il va y avoir une augmentation des valorisations et donc, Une baisse des taux, hein. Une baisse des baisse des taux. taux. Ouais. Pardon, j'ai dit l'inverse. Non, parce qu'il n'y avait pas le mot taux, du coup, une baisse Ah! de l'immobilier d'entreprise. Ah oui, baisse des taux, pardon. Ouais. Donc nécessairement, en tout cas, il y aura, des performances à l'acquisition peut-être plus faibles sur, Oui, des emplacements premium. oui. Est-ce que vous avez réfléchi à ça et quel type d'actifs vous allez plutôt privilégier? Est-ce que vous allez rester sur les emplacements premium? Parce que là, vous aviez un peu le meilleur des 2 mondes en pouvant aller chercher les emplacements premium et en même temps avec, des performances à l'acquisition très importantes. Donc est-ce que vous allez continuer à privilégier, ces actifs avec des très bons emplacements ou vous allez aller plutôt, sur des emplacements un peu moins premium mais avec des performances à l'acquisition du coup, plus importantes? Alors oui, bah alors Benoît, tu touches du doigt en fait un sujet, c'est de dire les choses se passent bien aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui ferait que demain, dans un environnement où les taux seraient plus bas, puisqu'on dit hein, les taux directeurs baissent, peut-être que l'obligation d'État 10 ans en France va baisser, ou peut-être pas d'ailleurs, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il est possible que les taux de rendement immobilier baissent. Ça veut dire que Remake Live investirait dans des conditions de rendement inférieures à ce qu'elle a pu faire jusqu'aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, c'est quoi cette déformation qu'on mettra en place? C'est une forme de dilution, Mmh. finalement, du taux de distribution de la SCPI en injectant en fait des immeubles dans le patrimoine qui génèrent des rendements plus bas. Et donc, du coup, deux stratégies en fait qui peuvent s'opposer, c'est de dire première stratégie, bon, bah, tant pis, les taux sont les taux, ce qui valait 7 vaut aujourd'hui 6, mais de toute façon, je ferai aucun compromis en fait sur la qualité de mes immeubles. Et puis c'est pas grave, je convergerai en fait plutôt mon patrimoine, vers 6 au lieu de 7. Et de toute façon, les gens seront contents parce que, ils n'auront pas d'alternative aussi crédible, sur leur livret A, sur leur Mmh. contrat assurance vie, sur leur placement action obligataire et cetera. Peut-être, ouais, en plus, ce qu'il faut préciser, c'est si jamais, les performances à l'acquisition sont plus faibles, Ouais. heu, tout le patrimoine acquis se revalorisera également, donc peut-être que ça se traduira dans le prix de part. Donc Exactement. Ça, c'est la 2e mécanique, c'est que Ouais. si je donne en fait une priorité à la qualité, de mes actifs, Mmh. quitte à assumer une baisse de taux de rendement, bah, théoriquement, ce que j'ai acheté à des taux de rendement élevés devrait se valoriser à des taux de rendement plus bas, donc revaloriser ma part. C'est pas vraiment nous ce qu'on souhaite faire en fait, chez Remake Life parce qu'on veut plutôt se battre pour trouver au sein de l'Europe, hein, qui est une zone où il y a entre 150 milliards et 300 milliards d'euros, ça dépend des années,
d'investissement chaque année, justement les zones où il y a des anomalies et où on peut encore aller chercher en fait des rendements. Mais ce qu'on fait, et ce qui est vraiment très différent peut-être de nos confrères, et on l'observera, c'est on a 700 millions d'euros d'actifs quasiment au 31 décembre 2024, 11 ans de WALB sur le patrimoine. C'est-à-dire que si on arrêtait d'investir, on aurait 700 millions d'euros d'années qui généreraient des loyers pendant 11 ans. Alors évidemment, il faut que les entreprises tiennent pendant 11 ans, mais on va supposer que c'est le cas. Et ça pendant 11 ans. Et il nous semble que la meilleure capacité de résistance d'une SCPI par rapport à des vents contraires comme on a eu en 2022, c'est sa capacité en fait à verser des rendements élevés, pas très élevés, mais élevés, en tout cas substantiellement supérieurs aux placements alternatifs, fonds d'euros boostés par exemple, Cette fameuse prime de risque qu'on évoquait au début. voilà, tout en assurant de la visibilité sur les loyers avec une WALB élevée. WALB, pardon, c'est la durée, la durée moyenne pondérée des baux restant à courir. Donc je prends l'ensemble de mon patrimoine, mes locataires qui y a dedans, je regarde quelle est la durée d'engagement de mes locataires sur l'ensemble de mon patrimoine, et j'arrive en fait, je pondère ça évidemment de la valeur du bail, hein, et j'arrive en fait à un nombre d'années. Bon, chez Remake Life, c'est plus de 11 ans. Pardon, c'est 11 ans de WALB devant nous. Donc sur 700 millions d'euros d'actifs, c'est beaucoup. Nous, on va plutôt privilégier ça, la durée d'engagement, quitte pourquoi pas avoir des rendements qui baissent un petit peu, mais il nous semble que ça, c'est prioritaire par rapport à tout le reste. Ok, très intéressant. On va parler maintenant d'un autre sujet, l'utilisation du levier. Donc, il me semble que chez Remake, au sein de la SCPI Remake Live, vous faites des prêts à court terme pour anticiper la collecte. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce mécanisme? Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs, de spectateurs qui regardent cette vidéo ne savent pas vraiment ce qu'il en est. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous mettez en place ces prêts à court terme pour anticiper la collecte et donc investir plus rapidement? Ouais. Alors, la dette, c'est bien, mais parfois ça peut faire du mal, hein. Quand vous avez en fait un fonds qui se retrouve avec un niveau de dette élevé et qui se retrouve à la fin de ses financements, je rappelle que dans le monde de l'investissement professionnel, c'est assez courant d'avoir des dettes à maturité 5 ans, 7 ans, Oui. alors parfois plus, hein. C'est plutôt des prêts in fine, d'ailleurs. Parfois un Original. peu, ouais, partiellement amortissable, in Ouais. fine, mais ça dépend. Les deux. Entre 5-7 ans. Et quand on se retrouve au bout des 5-7 ans, donc on arrive à la fin de la dette, il faut bien rembourser la dette, qu'on n'a pas nécessairement une collecte en face, une croissance du fonds, et qu'on ne trouve pas de banque pour refinancer dans de bonnes conditions, on est obligé de refinancer dans de mauvaises conditions qui peuvent être dégradées. Donc du coup, la dette, c'est bien, mais c'est comme le poison, tout est dans la dose. Donc il faut se limiter en fait à un certain niveau. On a 20% de loan to value, donc c'est la dette rapportée à la valeur des actifs dans Remake Live à la fin de l'année. Et en fait, à quoi ça sert? Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir un délai de jouissance qui soit relativement court. On a 3 mois 3 pleins. mois pour Premier l'impayé, jour ouais. du 4e mois, ça fait 3 mois pleins. Quand d'autres sont premier jour du 6e sixième. mois, etc. Donc on est moitié-mois. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a à chaque fois, enfin, on essaie au maximum d'avoir un immeuble préfinancé avec de la dette court terme. Donc c'est une dette revolving. Je la tire, je la rembourse, je la tire, je la rembourse. J'engage en fait un immeuble grâce à cette dette, et la collecte arrivant de façon, voilà, pas forcément linéaire, mais un tout petit peu erratique, je viens rembourser en fait cette dette, l'amortir, donc la rembourser avec ma collecte. Donc ce qui fait que j'évite le phénomène de dilution qui pourrait être lié à une durée d'investissement qui serait supérieure au délai de jouissance de 3 mois. Ça peut arriver. En France, il faut 6 mois. Entre le moment où on reçoit un dossier et le moment où on achète, parfois ça peut durer 6 mois. Donc avec un délai de jouissance de 3 mois, je peux générer de la dilution. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, pour faire la transition et pour faire le lien avec la première partie où on a évoqué des CPI avec des niveaux de distribution très importants. C'est peut-être aussi, on voit aussi peut-être ces niveaux de distribution, et tu vas me le confirmer, peut-être, parce qu'elles investissent sur des marchés où elles peuvent faire des deals beaucoup plus rapidement. Ouais. Ouais. Et donc, il y a cet écart entre le moment où l'argent est investi et où les personnes rentrent en jouissance de leur part qui est beaucoup ça. plus important que par le passé. Oui, tout à fait, hein. Il faut jusqu'à 6 mois en France pour investir. En Allemagne, c'est 6 mois, c'est très très lent. C'est des pays qui sont très lents. Royaume-Uni, c'est un mois et quelques, hein, enfin même parfois moins. Pareil pour l'Irlande, pareil pour les Pays-Bas et l'Espagne qui peut être aussi un mois et demi. Les autres pays, après, ce sera un peu plus long, comme la Pologne, ça peut durer 3 mois, etc. Mais 6 mois, nous, on est les records. Enfin, Allemagne et France, c'est parmi le record en fait en Europe. Donc forcément, si je suis investi en France et que j'ai 3 mois de délai de jouissance et que je ne mets pas en place de la dette court terme pour anticiper mes deals,
bah, je vais me retrouver à avoir de la dilution. C'est-à-dire quoi la Mmh. dilution? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, je vais annoncer 4 de taux de distribution. Alors les gens vont dire: «Oh, oh là là, 4, mais c'est dramatique, il doit y avoir du vide et tout». Mais non, c'est un effet technique de dilution. C'est que si la SCPI s'arrêtait de collecter, elle remonterait en fait à 6 l'année suivante, puisqu'il n'y aurait plus cet effet de dilution temporaire. Oui, Ça c'est marche dans les 2 simplement sens, l'effet hein. inverse, Ça ouais, marche dans les 2 bien sens, sûr. hein, donc il ne faut pas être catastrophé par, un trou d'air sur un dividende. Je dis pas ça parce que c'est ce qui va nous Oui. arriver, sûrement pas, mais je l'observe en fait dans certaines SCPI. Il faut, voilà, faut savoir raison garder. Ça peut être D'accord. juste un phénomène temporaire lié à un Mmh. retard d'investissement. D'accord. Très intéressant. Alors il y a un sujet central qu'on n'a pas encore abordé, c'est le sujet de votre modèle de frais au sein de Remake Live. Donc Remake Live est une SCPI sans frais d'entrée. Hem, Question simple, pourquoi avoir choisi, ce modèle plutôt qu'un modèle avec, frais de souscription comme la majorité, des SCPI? Alors je l'ai imaginé en 2019 dans une autre, maison, et en fait l'idée en fait qui prévalait à la création d'une SCPI sans frais d'entrée, c'était de dire: «La réglementation va de plus en plus», en fait il nous semble, on le voit dans certains pays d'ailleurs, hein, vers, voilà, une limitation des systèmes de rétrocession, de distribution, d'intermédiation et cetera, Mmh. des conseillers en gestion de patrimoine, des réseaux bancaires et cetera. Enfin, on voit une pression quand même qui s'exerce, hein, sur les frais de distribution et en fait, étrangement, la SCPI, Mmh. c'est, le dernier produit, et encore j'enlève même le Pinel qui n'est pas tout à fait un produit, mais qui, sur lesquels il peut y avoir des frais d'intermédiation très élevés. Mais c'est le seul produit dans lequel on vous dit: «Investis 100 €, tu vas me donner 10 € et t'inquiète pas, ça va bien se passer». Mmh. Moi, je connais pas d'autres produits où en fait on nous demande de payer 10 € pour 10 pour voir. C'est un peu le principe, c'est même plus, hein, je vois des SCPI à 12 et cetera. Donc nous, on s'est dit: «Bah, on va passer plutôt dans le monde, des OPCVM». Vous prenez un ETF ou que sais-je, hein, tu vas payer, des frais, chaque année. Mmh. L'idée, c'est que tu payes des frais aussi longtemps que tu as investi. Tu es plus investi, tu payes plus de frais. Là, en payant 10 tout de suite, bah, je paye, combien d'années en fait, en frais, en espérant que ça va bien se passer. Mmh. Donc on a voulu renverser la table et on s'est dit: «Mais non, finalement, on va rémunérer, les conseillers en gestion de patrimoine, les distributeurs, les réseaux intermédiaires sur encours». Ce qui veut dire que c'est un peu, le triangle, je dirais, d'alignement d'intérêts entre les différentes parties. C'est que le client, il paye ses frais au fur et à mesure de son investissement. Donc s'il n'est pas content ou s'il estime qu'au bout de 15 ans, les frais qu'il a payés sont supérieurs à ce qu'il aurait payé sur une SCPI avec frais d'entrée, eh bah, libre à toi de partir, pas de Mmh. problème. Mais en tout cas, tu auras pas payé plus de frais que de raison. Le distributeur, bah, il est rémunéré aussi longtemps que son client est satisfait. C'est un peu le principe, hein, enfin, on Mmh. trouve ça plutôt opportun. Et puis, bah, la société de gestion, non seulement elle est payée pour investir, c'est-à-dire qu'on met en place des commissions d'investissement et on n'est payé que quand on investit. C'est-à-dire que si on tarde à investir et qu'on génère de la dilution, eh ben, c'est pour nous aussi un impact puisqu'on est payé seulement une fois qu'on a investi, Mmh. alors qu'on rétrocède sur encours au CGP. Donc il y a quand même un poids en fait économique qu'on assume, hein, donc un fonds de roulement qu'il faut doter. Et puis, quelque part, bah, c'est aussi, on est sanctionné par le client. S'il est plus satisfait, il sort, on n'a plus nos commissions de gestion. Donc nous, il nous a semblé que c'était quelque chose de plus naturel. Après, on n'a pas dit qu'on ne ferait jamais de CPA avec frais Mmh. d'entrée. Peut-être que dans un véhicule qui est fermé, c'est plus opportun d'avoir des frais à l'entrée parce qu'il y a pas tellement de conseils pendant la durée de vie d'investissement si le fonds est fermé. Mmh. En revanche, s'il est ouvert, nous, on estime qu'il y a un conseil peut-être à donner chaque année à son client en disant: «On s'est trompé, peut-être que c'est le moment de sortir» ou alors: Mmh. «Bah non, c'est bien, continue, parce que tu as pas mieux ailleurs de toute façon en termes de risque rendement». Mmh. Donc c'est vraiment dans cette optique-là et je pense que, bah, on a créé un modèle, hein, avec nos petits copains de peser 20 de part de marché, donc c'est bien, ça commence en fait à arriver. Au niveau de la collecte quand même, Ouais. ça doit même beaucoup plus que 20 non, entre toutes En les collecte SCPI sans nette frais d'entrée? peut-être, bon, je Ouais. te laisserai vérifier, mais bon, enfin, après c'est bon, c'est pas un score que je suis, mais en tout cas, Ouais. je suis ravi de voir qu'on a des copains qui arrivent. C'est un modèle qui se met en place, qui est, enfin, bon, alternatif. Je dis pas qu'il Mmh. va changer. C'est un modèle alternatif. Je peux comprendre qu'il y ait des distributeurs qui préfèrent l'autre modèle, il y a pas de Mmh. sujet. Ouais, puis peut-être si on se place du côté de l'investisseur, l'avantage, d'aller sur des SCPI, sans frais d'entrée, c'est justement au moment de la vente, hem, la valeur de retrait étant alignée avec le prix de souscription, si on calcule le TRI sur toute la durée de l'investissement, ça crée quand même une différence très importante avec, comparativement à des SCPI avec frais d'entrée.
Alors, oui, en fait, le principe, c'est que dans une SCPI qui a des frais d'entrée, je prends une base 100, Mmh. j'investis 100 €, il reste 90 dans la SCPI puisqu'il y a 10 € de frais de souscription. Ces 90 € sont investis en immobilier. Il y a évidemment des droits d'enregistrement, quand on achète en immobilier, hein. Alors après, ça dépend des pays et cetera, mais globalement, mon actif net réévalué, ma valeur de réalisation à la fin de cette opération va tomber, à 82 €, 83 €. Donc pour 100 € investis, j'ai 83 € hors droit qui se mettent au travail et qui rapportent des loyers. Ça, c'est le modèle, classique d'une SCPI, avec 10 de frais d'entrée. Je prends des arrondis, hein. Et puis, on a, par ailleurs une SCPI, sans commission de souscription qui va avoir, en ce qui nous concerne 4 hors taxe de commission d'investissement. Donc il va rester 96 € qui vont être investis, lesquels vont souffrir de droits d'enregistrement, c'est classique. Mmh. Et là, tout chose égale par ailleurs, on a à peu près 88 € investis. Donc 88 € hors droit d'un côté, 82 € de l'autre. Mmh. Donc il y a un écart, il y a plus de masse en fait investie dans une SCPI sans frais d'entrée, qui génère du loyer. Sauf que nous, sur le modèle sans frais d'entrée, on a plus de commissions de gestion, c'est normal, en rémunération en cours, c'est la vie. Et donc du coup, je fais une démonstration, on peut le faire mathématiquement, mais j'ai pas de tableur à vous montrer là tout de suite, Mmh. mais je peux vous le dire, c'est globalement, arrivé à la fin, le taux de distribution de la SCPI entre les 2 modèles, à la fin, c'est le même, sauf enfin le même, à quelques décimales près. Sauf qu'il y a une différence fondamentale, tu le disais, c'est que si tu décidais de vendre ta SCPI, alors une fois que tu as passé les 5 ans, parce Oui, qu'on met une commission de pénalité, sortie anticipée, oui, ce qu'on veut éviter des bien traders sûr. de SCPI, il y en a quelques-uns, donc on dit: «Non, tu restes au moins 5 ans». Et bah, dès qu'on a dépassé en fait les 5 ans, on vend, sa part, enfin on peut passer un ordre de retrait qui est égal au prix de souscription. Si la valeur n'a pas bougé, bah, le prix de souscription dans l'exemple qui était à 100, bah, le prix de sortie c'est 100, alors que dans l'autre modèle c'est 90. Mmh. Donc en termes de TRI, donc je parle plus de taux de distribution, je parle vraiment de TRI, taux de rendement interne de l'opération, et ben, toutes choses égales par ailleurs, il y a effectivement un intérêt. Alors, il y en a qui ont calculé, le point d'inflexion où, à un moment donné, les frais de gestion pèseraient plus lourd que les frais de souscription que j'aurais payé dans une SCPI Ouais, à frais d'entrée. Il y en a qui disent 10 ans, ça nous on dépend dit vraiment 22 des ans, hypothèses, c'est très ça dépend des difficile, hypothèses. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tant que tu es satisfait de ta SCPI, bah, tu ouais. pas enfin, tu payes tes frais. Bon, bah, si tu es satisfait avec ta perf, Mmh. pourquoi en sortir, quoi? Donc ce n'est plus un sujet. En tout cas, Mmh. sur les 10 premières années, il y a cet écart effectivement qui se crée. Et qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui émettent la critique concernant les CPI sans frais d'entrée, d'un possible problème de liquidité, davantage qu'avec des CPI avec des frais d'entrée, justement grâce, à cette faculté de sortir avec, la valeur de retrait alignée avec le prix de souscription? Et peut-être un peu toujours sur, cette notion de liquidité, Remake Life, c'est une SCPI qui est beaucoup investie, dans le cadre d'assurance vie. Certains émettent également, des critiques et disent que ça pourrait entraîner des problèmes de liquidité. Voilà, comment tu réponds un peu à ces 2 problèmes en termes de liquidité? Bah, je répondrais, par 2 choses. C'est déjà, j'observe que toutes les CPI qui ont des problèmes aujourd'hui, ce sont des CPI qui ont des frais d'entrée et qui plus est, pour certaines d'entre elles, qui ont fait des souscriptions très récentes, qui étaient vraiment parmi les premiers collecteurs et qui se retrouvent 3 ans après parmi, les fonds qui ont le plus de problèmes de liquidité. Donc est-ce que payer des frais d'entrée, ça vous incite à ne pas sortir? Bah, moi, je suis pas certain. Mmh. Quand vous voulez sortir, vous sortez. Donc finalement, qu'est-ce qui a généré, ces demandes de sortie? Bah, c'est la perf. C'est-à-dire que le Mmh. monde s'est arrêté, les valeurs baissent, le dividende potentiellement peut baisser, et cetera. Donc je sors et c'est pas les 10 que j'ai payés qui vont me contraindre en fait à ne pas sortir. Mmh. Donc on le voit, les CP à frais d'entrée, elles ont des problèmes de liquidité. Donc je sais pas quel est l'échantillon des personnes qui ont placé des ordres de retrait, mais je serais pas totalement, surpris qu'à l'intérieur de cet échantillon, on ait aussi des investisseurs qui ont investi il y a pas très longtemps. Donc du coup, est-ce que pour une SCPI sans frais d'entrée où finalement prix d'entrée égale prix de sortie, donc, bah, voilà, je me débarrasse de ma SCPI plus facilement. Alors déjà, on a les fameux 5 ans, sinon pénalité 5 ans de détention, sinon pénalité de 5. Le 2e chose, c'est que ça fait le lien avec la discussion qu'on a eue juste avant, c'est que nous, ce qu'on souhaite faire, c'est avoir conservé une performance, heu, rendement, un taux de distribution qui soit toujours supérieur au placement alternatif. Quel est l'intérêt, voilà, d'aller vendre un produit qui performe bien? Il y en a certains, hein, je ne les citerai pas, mais qui ont traversé cette crise de liquidité, qui ont levé de l'argent bien avant 2022. Mmh. Ils ont passé de la crise de liquidité. Pourquoi? Bah, c'est simplement parce que leur performance, en fait, Mmh. affichée, est supérieure, bah, au livret A, au machin, au placement alternatif. Quel est l'intérêt de sortir si je suis content de mon produit? Donc tant que je suis content, je n'ai pas de sortie. Par contre, si le produit marche pas, qu'il y ait des frais d'entrée ou qu'il y en ait, eh ben, c'est pareil, il y a des sorties et Mmh. donc il y a des liquidités. Donc moi, je pense que c'est un faux problème. Je sais qu'on a un confrère qui a des pénalités de sortie pendant 3 ans et qui a dépassé ce cap des 3 ans.
Et justement, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Bah, je vois pas de sortie. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que la perf est bonne. Mm. Alors OK, si la perf devait s'écrouler, supposition, chez Remake, ils veulent faire écrouler la perf. Eh ben oui, là, on aurait des sorties, mais ce serait pas à cause de l'absence de frais d'entrée, c'est parce que la perf serait tombée. Mm. Donc voilà, moi, je ne souscris pas à cet argument. Qui plus est, en assurance vie, les mécanismes d'illiquidité sont généralement, ça dépend des assureurs, sont généralement à peu près les mêmes que lorsqu'on détient en direct. C'est-à-dire que je ne peux pas céder avant 5 ans, etc., etc. Et il y a même des assureurs en fait qui disent Alors, ah c'est non, possible non. de céder, mais avec pénalisation. Oui, et même tu les cèdes en dernier, tu cèdes tout, et Mm. la SCP, tu peux la céder qu'en dernier sur ton contrat. Ouais. Bon, ce qui limite un petit peu aussi les sorties. Mais le juge de paix, c'est la perf. Mm. Qui arbitre un produit qui marche correctement? Oui, on est totalement d'accord. Et effectivement, tu l'as souligné, certaines SCPI n'ont pas eu du tout de problème de liquidité, et c'est souvent des SCPI avec des taux de distribution élevés. Qui sont restés à des Ouais, niveaux substantiellement. exactement. Voilà, exactement. Bah, je te remercie pour toutes ces précisions, et encore une fois, je te remercie de m'accorder ce temps pour cet entretien et de ta Avec transparence. plaisir. Dans la dernière partie de cette vidéo, je souhaitais aborder vraiment les particularités, ce qui rend votre société de gestion singulière au niveau de la gestion. Donc il y a pas mal de points que je trouve très intéressants, et j'ai hâte de discuter de ça avec toi. Alors, premièrement, sur la poche sociale de la SCPI Remake Live, c'est un sujet qui est assez peu abordé parce qu'on reste souvent sur l'aspect performance, l'allocation géographique, sectorielle, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous parler davantage, nous présenter succinctement cette poche sociale? Oui, pourquoi ça existe, hein? Oui, Pourquoi, exactement, la d'où genèse un sort peu cette de... idée, en fait, hein? Exactement. Alors, l'idée, elle est fondatrice par rapport à Remake Asset Management. On a lancé Remake Live 2 mois après Remake Asset Management. Et il y avait cette idée, en fait, d'avoir un volet social dans nos gestions, de favoriser, en fait, la dimension sociale. Il y a plein de choses sur le volet environnemental, que vous aimiez ou que vous aimiez pas. De toute façon, il va falloir, en fait, améliorer la qualité du bâti, réduire l'empreinte carbone. De toute façon, de gré ou de force, on va y arriver. Donc, les choses Même d'un point de vue financier, de toute façon, c'est demandé par les en plus, locataires. c'est Donc, pertinent. ouais. Donc, en revanche, sur le volet social, on se rend compte, alors le débat est un petit peu escamoté, hein, la plupart du temps, mais on se rend compte que c'est un vilain mot, en fait, dans le monde de la finance. Moi, je viens de très grandes sociétés d'asset management qui voulaient être en pointe sur le volet ESG. Et en fait, à chaque fois, il y avait des blocages sur la partie sociale. Donc, je rappelle qu'on a l'aspect environnemental, social et gouvernance qu'on appelle l'ESG, quoi. Et on voulait mettre en fait le curseur sur le social. On voulait à la fois que le véhicule Remake Live soit assez fort sur le social, mais aussi que la société de gestion l'accompagne. Je vais revenir en fait par la suite, où tu vas voir qu'il y a une espèce de mimétisme. Cette poche sociale, c'est quoi? C'est de se dire, on a tous dans notre expérience personnelle en fait un sujet, enfin un collègue, un copain, un ami, un frère dans sa famille qui a eu une expérience en fait, voilà, pénible dans sa vie, qui a pu l'amener, voilà, parfois même dans les cas les plus extrêmes, devenir clochard, hein, c'est vrai, ça peut arriver, ou alors sombrer dans l'alcoolisme, ou avoir une addiction, etc. Ou alors souffrir d'un handicap de naissance ou suite à un accident. Enfin, on a tous un sujet qui nous touche personnellement et que nous mettons dans le social. On a tendance à faire des raccourcis en disant oui, mais social, c'est quoi? C'est pour loger des gens, etc. Mais attends, non, bouge pas. Social, déjà, c'est tout ça. Donc nous, on va s'adresser en fait à toutes ces souffrances qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient, et donc de faciliter à travers l'immobilier l'hébergement de ces personnes-là. Quand on a, par exemple, une fille ou un garçon, un jeune adulte autiste, qui va vouloir travailler pour rester en fait inséré professionnellement, mais qui évidemment peut pas faire 50 km par jour de transport en commun, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il habite là. Eh bien, ce qu'on va chercher à faire, c'est de lui fournir le logement pas loin de son lieu de travail pour justement faciliter cette intégration. Quand on a, par exemple, des femmes battues qui peuvent trouver refuge dans un hôtel d'hébergement d'urgence spécialisé. Ça, franchement, on peut pas nier que c'est un vrai problème. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un vrai problème et souvent les ressources immobilières sont quand même relativement rares. Quand on se retrouve en fait avec, des réfugiés qui ont leur papier d'identité, j'entends, leur papier d'identité et qui se retrouvent en fait à devoir chercher un job. Et généralement, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'autorisation d'être en logement social. Et donc pendant 1 an, 2 ans, ils doivent vivre dans des logements pour être accompagnés. Et dès lors qu'ils ont leur feuille de paye, là, ils peuvent avoir accès au logement social. Bon. Donc on voit que toutes ces catégories de personnes-là peuvent être adressées. Et donc cette poche sociale, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va investir 5 à 10% de la collecte de Remake Live
dans des actifs à fort contenu social. Du logement social, du logement d'urgence, du logement, je dirais, inclusif à la fois pour des personnes en situation de handicap, pour des réfugiés, etc. Et concrètement, c'est pas loin de 400 logements qui ont été comme ça engagés par Remake Live sur plein de projets en France. On teste en fait un certain nombre de projets pour voir quels sont ceux qui sont les plus pertinents en termes sociaux, c'est-à-dire les plus puissants. Et derrière, d'industrialiser le processus avec les associations avec lesquelles on travaille. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que souvent, on a en face de nous des associations qui ne sont pas équipées pour industrialiser leur processus. Par exemple, je crée une résidence voilà, d'urgence. Comment tu fais pour en créer une deuxième, puis une troisième? Donc, c'est un processus en fait un peu industriel. Et donc, il y a une courbe d'apprentissage qu'on les aide en fait à franchir. Donc, nous, on est très fiers d'avoir cette poche sociale sur laquelle on ne fait pas de communication. Tu me poses la question, donc je te réponds. C'est simplement que ce n'est pas un outil marketing ou un outil de commercialisation, et en aucun cas ça nous permet d'accéder à des circuits de distribution. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est qu'on voulait vraiment démontrer que en investissant finalement cet argent, on sacrifie entre guillemets 30-35 BP de performance, ce qu'on a à peu près évalué en fait sur le long terme. Et on a envie de dire, faire du bien, ça fait pas mal en fait, hein. Donc que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, est-ce que vous êtes satisfait de la performance de Remake? Oui, je suis satisfait. Bon, et bien si en plus vous trouvez que c'est une bonne idée de consacrer une toute petite partie de votre épargne à faire un levier pareil, on trouve que c'est plutôt pas mal. Et on a parallélisé en fait cette action au niveau de la société de gestion en créant une fondation. Ouais, Fondation Remake, oui. Exactement, qu'on a dotée Sous peu, 2 années. Il y a 2 ans, vous l'avez créé? Ah ouais, D'accord. ça fait la deuxième année qu'on la dote avec 380 000 euros qui ont été dotés dans la fondation. D'accord. Et là, cette fondation, elle va financer l'exploitation de projets d'hébergement, notamment d'urgence, mais pas seulement. Mais l'exploitation et non pas les murs. La SCPI va financer des murs, les mettre à bail, etc., dans D'accord. des conditions évidemment bon marché, comme tu peux l'imaginer, alors que la fondation va plutôt financer, subventionner des projets sous leur forme exploitation. Voilà. Donc on a vraiment les deux efforts qui sont faits des deux parties, société de gestion et SCPI. D'accord. Très intéressant. Merci. Bon, Cet éclairage. Merci pour cette J'ai interview. rarement l'occasion d'en parler, Ouais. donc tu me poses la question, je suis ravi. Mais c'est vrai qu'on fait le focus sur la perf, parce qu'en ce moment, il se passe tellement de choses en fait, hein, sur des produits qui vont pas très bien, d'autres qui vont très bien, que c'est le focus principal. Ouais. Une question qui m'intéressait également, c'est par rapport aux deals. Quand les deals arrivent sur votre table, quels critères vous allez privilégier? J'ai vu par exemple qu'en 2024, vous avez privilégié des baux très longs. Certaines sociétés de gestion vont davantage privilégier, par exemple, la qualité du locataire et moins s'intéresser à l'emplacement. Quels seraient un peu les critères, le premier critère que vous allez regarder, le critère le plus important, et peut-être comment ça a évolué entre 2022, 2023 et 2024? Peut-être d'ailleurs comment ça continuera à évoluer. Voilà. Quels critères vous mettez en premier sur le choix? Bah, je pense qu'il y a une première entre guillemets «leçon» à tirer du cycle, hein, qu'on a connu en 2022, c'est que est-ce qu'une SCPI est-ce que c'est opportun pour une SCPI de faire des paris en blanc? C'est-à-dire, j'achète un immeuble vide et puis je me dis: «Je vais le louer au moment de la livraison, ça va bien se passer». C'est peut-être pas tout à fait en fait son âme, enfin son objectif clé. L'objectif des SCPI, c'est d'avoir des revenus stabilisés le plus longtemps possible avec le moins de vide locatif, pour, etc., etc. Et donc du coup, je trouve que sur l'investissement spéculatif, en fait, même si le marché en fait se détendait, le marché locatif, on éviterait. Pour plein de raisons, mais notamment celle-là, c'est que quand le marché se retourne, on se retrouve avec un immeuble vide, et là, ça fait vraiment très mal sur la valeur et sur les flux. Ok. Les deux étant liés. Les deux étant liés, ouais, c'est le double effet. Ouais. Après, nous, notre méthode, en fait, c'est la suivante, c'est le foncier, le bâti, le bail. Alors, j'ai pas dit qu'il y en avait un qui était supérieur à l'autre, j'ai simplement dit que dans l'analyse, on va d'abord avoir le foncier. Qu'est-ce que j'achète? Un tréfonds, un bail amphithéotique, un bail à construction, une pleine propriété, une copro, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai comme actif, notamment du point de vue technique, environnemental, les travaux, etc. Voilà. Et à la fin, est-ce que mon bail en fait est conforme à mon objectif de gestion? Et c'est comme ça en fait qu'on fait les choses. On n'inverse pas la pyramide, c'est-à-dire qu'on n'est pas focus sur le bail ferme, du coup c'est génial, et puis je ferme les yeux sur le reste, et puis je transmettrai ça à mes successeurs. Non, non, c'est d'abord qu'est-ce qui va se passer sur ce terrain sur le long terme. Et à la fin,
comment je capture en fait ces flux, comment je les sécurise. Mmh. Donc c'est comme ça. Le processus d'investissement, il est d'abord par le foncier et à la fin par le bail. Mmh. Donc on a tendance à privilégier effectivement les baux longs, les baux très longs. Alors, on peut se le permettre, hein, en 2020, trouver des baux de 15 ans à 7%, Ouais, impossible, ça quoi. n'existait Bon, pas. là, maintenant, on a des vendeurs qui se détendent, on a des sell and lease back, je reviens sur le Mmh. terme de tout à l'heure, sur des durées très longues, ça n'existait pas. Donc évidemment, bah, nous, on se fait plaisir, on va plutôt sur ce type d'investissement. Mmh. On fait bien évidemment, notre analyse sur le risque de crédit de la contrepartie qui signe le bail. On met en place les garanties s'il le faut, si, on pense qu'il y a une fragilité, sur le locataire et sur son exploitation. Bon après, hein, à l'impossible une tenue, mais Bien logiquement, sûr. ça devrait tenir. Bien sûr, d'accord, très clair. Autre sujet qui me paraissait, important et intéressant à aborder, celui du report à nouveau. Donc certaines sociétés de gestion, ne font pas du tout de report à nouveau, certaines SCPI ne font pas du tout de report à nouveau. D'autres SCPI en font. Alors peut-être d'abord, juste rappeler ce qu'est le report à nouveau et après nous partager, vous, votre politique au sein de Remake Live, sur ce sujet. Alors le report à nouveau, ce sont des réserves, qui sont prises sur le résultat généré par la SCPI, qui sont mises de côté et qui permettent en fait, dans la théorie, hein, d'absorber un choc, un à-coup sur, un dividende mensuel, un dividende trimestriel. Par exemple, je ne sais pas, un locataire, un gros locataire qui paye pas pendant son trimestre son loyer et puis finalement, je sais pas, on lui fait cadeau de son loyer et on négocie autre chose. Donc ça génère en fait un trou d'air sur le revenu de la SCPI et donc pour gommer ce trou d'air, on va puiser dans cette réserve le report à nouveau pour, faire en sorte que le flux soit le plus plat possible. Mmh. Donc c'est une espèce de petite réserve. Alors c'est pas destiné en fait à payer généralement, 1 an de dividende, surtout pas. Puis le deuxième critère aussi, c'est que sur un fonds qui ne bouge plus, qui ne grandit plus, c'est pas mal d'avoir un report à nouveau parce que, j'ai pas de phénomène de dilution, j'ai pas de phénomène de croissance, j'ai pas des nouveaux investisseurs qui arrivent dans ma SCPI et qui diluent mon report à nouveau. Parce que faut bien comprendre que si j'ai, 100 000 € de report à nouveau à un instant T, il Mmh. faut savoir que le report à nouveau, il a souffert de la fiscalité en Oui. transparence de l'investisseur. Du coup, ça veut dire que si tu as souscrit dans la SCPI, tu as payé l'impôt sur ce report à nouveau, mais il Mmh. reste dans la SCPI, je ne te l'ai pas distribué. Et celui, en fait, qui vient s'inviter après, là, qui a souscrit, Mmh. bah, potentiellement, il a sa quote-part de report à nouveau qui a été fiscalisée. Mmh. Donc, si je distribue ce report à nouveau, il va bénéficier d'un dividende net de fiscalité. Donc, du coup, en fait, on voit bien que ce mécanisme-là, il a ses limites dans les SCPI qui se transforment très vite, qui grossissent très vite, parce qu'on a des phénomènes de dilution liés à ces nouveaux entrants. Donc, de façon assez générale, les CPI qui grossissent vite ont pas des reports à nouveau très importants. C'est plutôt quand leur, dilatation, leur Mmh. croissance, en fait, diminue, qu'on constitue ce matelas pour justement, éviter, en fait, ces à-coups dans le futur. Nous, on a 3 mois de report à nouveau, quasiment, un trimestre. C'est bien, mais je veux dire, on n'en fait pas une priorité prioritaire. C'est quelque chose qui nous ouais, qui nous plaît bien parce qu'on aimerait bien, en fait, tenir ça dans la durée, mais on n'est pas marié avec ça, quoi. Donc, Mmh. pour l'instant, ça génère pas de problème de dilution ou de voilà, ou de fiscalité qui aurait été payée par l'un et puis Ouais. empochée par l'autre, parce qu'on arrive à le reconstituer, à le tenir. Donc tout le monde a payé sa part de fiscalité, mais on n'en fait absolument pas une priorité et je peux totalement comprendre, hein, les gérants qui choisissent plutôt de le libérer pour éviter ces conflits d'intérêts. Mmh. La même chose, hein, je réalise la vente d'un immeuble, je fais de la plus-value. Je mets ma plus-value dans mon stock, dans mon bilan, dans mes fonds propres. Je la distribue pas, elle est là. Je fais une augmentation de capital derrière, bah, je distribue le fruit de cette plus-value le jour où elle Mmh. sera sortie aux nouveaux entrants. Donc là, on a un problème d'équité quelque part. Oui. Donc généralement, quand je fais une plus-value, c'est pas le cas de Remake, on n'est pas en train de vendre, mais ça devrait, pourquoi pas un jour. Mmh. Et ben généralement, il faut distribuer cette plus-value. Il faut la distribuer parce que sinon, je l'offre à des nouveaux entrants qui n'auront pas généré cette plus-value. Mmh. Voilà. Alors, tu l'offres à des nouveaux entrants, sauf, à réévaluer directement le prix de part, Pardon, dès, elle est dans le prix. En oui, fait, elle est dans le bien sûr. prix, sauf que la fiscalité, en fait, a été payée. Donc Oui. si je distribue cette plus-value, je vais avoir un revenu net de fiscalité à mon nouvel entrant, Mmh. d'accord? Alors que celui qui était là avant, lui, il a payé, en fait, la plus-value, nette de cession dans la valeur de son patrimoine. Alors c'est pas lui qui l'a payé, c'est la SCPI, mais globalement, c'est son patrimoine. Bien sûr. Du coup, ça peut créer, en fait, hein, des déséquilibres. Je pense que Ouais. si on devait vendre et faire des plus-values, on distribuerait la plus-value Mmh. de l'autre côté. D'accord, très bien, très clair. Autre point que je souhaitais aborder, et ça c'est vraiment une particularité de votre société de gestion, et je pense que c'est vraiment un point extrêmement intéressant, à évoquer, c'est votre politique au niveau de la détermination du prix de part que vous souhaitez le plus proche de la valeur de reconstitution. Alors,
Avant de rentrer davantage dans le détail et pourquoi, vous avez cette conviction au sein de Remake, peut-être, définir succinctement ce qu'est la valeur de reconstitution et après la fourchette plus 10 moins 10 Bien sûr. dans Ouais. laquelle vous pouvez déterminer le prix de part. Alors en fait, on a contrairement à une foncière cotée ou par exemple à un OPCI, la SCPI va déterminer, tous les 6 mois, avant c'était tous les ans, mais Ouais. maintenant c'est tous les 6 mois, à travers une évaluation, des expertises, on va appeler ça des expertises, on utilise d'autres termes dans notre jargon, mais on va appeler ça une expertise, va évaluer la valeur du patrimoine hors droit. Hors droit parce que si je vends mon immeuble, l'acheteur va payer des droits d'enregistrement pour acheter l'immeuble et il ne va me rester qu'une valeur hors droit de mon patrimoine. Donc je détermine une valeur hors droit, ça va déterminer globalement la valeur de réalisation. Je vais rajouter évidemment le cash, je vais enlever la dette, et cetera. Donc ça me crée une situation nette, c'est la valeur de réalisation. La valeur de reconstitution, c'est important d'avoir cette notion en tête parce que c'est Mmh. elle qui va déterminer le pivot sur le prix de souscription. La valeur de reconstitution, c'est cette fameuse valeur de réalisation augmentée de tous les droits et frais, tous les droits d'enregistrement, les frais, et cetera, que j'ai dû mettre en place ou que je devrais mettre en place si je devais réacheter ce patrimoine. L'idée, c'est de dire que les nouveaux entrants dans la SCPI vont payer leur quote-part de frais et de droits d'enregistrement qui ont été payés dans le passé pour constituer ce patrimoine. C'est pas totalement con, c'est Mmh. plutôt même bien pensé. Du coup, cette valeur de reconstitution va déterminer le pivot autour duquel la société de gestion peut, avec son libre arbitre, hein, fixer son prix de souscription. Donc, plus ou moins, pardon, plus ou moins 10% de Mmh. cette valeur de reconstitution. Donc par exemple, avec, une valeur de reconstitution à 200 €, on peut avoir un prix de part qui varie entre, 180 180 et et 200 220 €. euros. Exactement, voilà, c'est ça. Alors, du coup, évidemment, comme c'est la société de gestion qui décide, on peut imaginer que derrière, il y ait du pilotage, la volonté de faire quelque chose, enfin, des intérêts à défendre, enfin, logique. Donc, en fait, et oui, effectivement, certaines sociétés de gestion, alors je ne parle pas de l'accident de parcours qu'on a connu en 2022 et qui génère des bizarreries sur la fixation du prix dans le tunnel. On va appeler ça le tunnel, hein, les plus ou moins Ouais. 10%. Mais je dis, en dehors de ce risque-là, pourquoi certaines SCPI avaient des prix très hauts dans le plafond et pourquoi d'autres SCPI avaient des prix très bas dans le tunnel? En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de leur commercialisation, de leur modalité de commercialisation et leur réseau dans lequel ils investissent. Et puis, on a aussi franchement, c'est une idée assez, moyenne. Il y en a qui disent: «Non, moi j'investis en bas du tunnel, pardon, je fais souscrire en bas du tunnel parce que comme ça, si les valos baissent, si les valorisations des actifs baissent, en fait, je ne suis pas obligé de baisser mon prix Mmh. puisque j'ai, quasiment 20 points de pourcentage de tunnel avant d'enfoncer, Ouais. la limite haute». Je rappelle que quand je franchis à la hausse ou à la baisse ce tunnel, l'AMF dit: «Vous êtes obligé, Mmh. de changer votre prix, sauf à le justifier auprès de l'AMF». Mais généralement, on le fait avant de taper le haut et le bas. Donc si je me mets en bas du tunnel et que le marché baisse, hop, mon prix de Oui. souscription va se retrouver au milieu du tunnel et donc je ne change pas mon prix. Oui, la valeur de reconstitution va peut-être simplement rejoindre le prix de souscription et Alors de voilà, fait, ça n'aura pas d'impact, c'est ça, peut-être exactement, sur le prix de part. exactement. Sauf que en fait, nous, ce qu'on peut objecter, hein, chez Rimex, c'est que si on émet en bas du tunnel, hein, Mmh. bah, en fait, je spolie, les investisseurs précédents. C'est-à-dire que je fais rentrer des nouveaux investisseurs à un prix qui est pas tout à fait celui qui a été payé par les anciens investisseurs qui ont payé les droits d'enregistrement, les frais, Mmh. et cetera. Donc ça crée ce qu'on appelle de la dilution. Oui, ça c parce que je pense qu'il faut comprendre, c'est que ça a nécessairement également un impact sur la valeur de reconstitution future. Parce que si on imagine une Oui. valeur de reconstitution à 210 €, un prix de part à 210 € versus une SCPI avec un prix de part à 210 € et donc qui collecte à 210 € versus, l'autre SCPI qui collecte à 200 € et la même valeur de reconstitution, nécessairement sur la valeur de reconstitution, future, ça aura un impact. Alors ça a un impact effectivement, c'est la démonstration de la dilution en fait de Oui. la valeur de la part. Mmh. Alors après ça a un impact, oui en théorie, mais après il suffit que les valeurs d'expertise bougent un peu pour que ça perturbe un peu le fonctionnement, mais mathématiquement c'est complètement vrai. Ça Mmh. crée une dilution technique, hein, et ça elle est indubitable. À contrario, si j'émets en haut du tunnel, déjà, je ne suis pas très compétitif commercialement parce que comment je décrète en fait que je vaux beaucoup plus cher que ma valeur de constitution? C'est bizarre. Mmh. 2, je diminue finalement mon taux de rendement, mon taux de distribution faciale puisque j'exige de payer plus cher pour un même niveau de rendement, un même niveau de revenu, pardon. Donc du coup, c'est, commercialement en fait pas très, très, opportun et généralement effectivement, on voit rarement des SCPI aller tutoyer le haut du tunnel. Qui plus est, si les valeurs devaient baisser, je me retrouverais en fait dans l'obligation de baisser mon prix, ce qui est jamais très agréable quand c'est pas piloté.
Donc du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que, bah, en fait, c'est la valeur de reconstitution qui nous importe. Donc Mmh. on avait eu une bonne surprise la première année en passant de 200 € par part à 206 en valeur de reconstitution. On a passé le prix de part à 204, pas à 206, comme tu le noteras, Mmh. parce qu'on s'est dit, c'était 2022 là, on sentait que, les taux, les valos baissaient, mais pas encore tout à fait. Je pense qu'il y a eu, voilà, il y a eu un peu de surenchère sur les valeurs d'expertise. Donc on s'est dit: «Non, on va pas aller à 206, on va à 204». Et bien nous en a pris parce que l'année d'après, la valeur de reconstitution est passée à 203. Mmh. Et là, à la fin de l'année, on est à 204 et des poussières. Donc valeur de Mmh. reconstitution égale prix de souscription, ça nous va très, très bien. On veut, voilà. Ouais. Et à l'inverse, question peut-être un peu compliquée, mais si la valeur de reconstitution venait à baisser, si par exemple elle rejoignait, mettons, 200 €, elle passe de 204 à 200 €, est-ce que vous réévaluerez également le prix de part de 204 à 200 € ou vous maintiendrez... Pourquoi ne le ferait-on pas, en fait? Ouais. Ce qui marche dans un sens doit pouvoir marcher dans l'autre Oui, à sens. condition de faire de la C'est ça. pédagogie auprès des associés, Alors, c'est, mais exactement, ça se exactement. justifie totalement. Ouais. Exactement. Donc, dans un marché où les taux ont plutôt tendance à baisser, c'est pas un scénario, en fait, évidemment, central. Mm. On est plutôt Ouais, à bien sûr. partir dans l'autre sens. Mais pourquoi ça marcherait pas dans l'autre sens? Mm. Je pense d'ailleurs hein, qu'il y a eu une certaine résistance, alors qui est, qui est liée à la mécanique des SCPI qui n'évaluent qu'une fois par an leur patrimoine. Et donc, du coup, forcément, on constate des baisses de valeur de constitution de façon trop peu régulière. Et donc, on se retrouve finalement à baisser son prix de part, alors que l'accident, il a eu il y a un an. Donc, on ne Mm. comprend pas, quoi. Mais je ne comprends pas. L'Ukraine, c'était en 2022, et tu me parles encore d'une conséquence de l'Ukraine. Bon, parce qu'en fait, tout ça prend du temps. Les évaluations Mm. prennent du temps. Les évaluations se faisaient qu'une fois par an. Maintenant, c'est tous les 6 mois. On peut davantage, en fait, caler le vrai prix de souscription, parce qu'on voit les valorisations bouger un petit peu plus vite. Donc, je pense que cet effet d'inertie et le temps qu'on a pris à acter les premières baisses, ça a été un peu dommageable au marché et donc c'est normal que ça génère une certaine critique, quoi. D'accord, très intéressant. Autre point que je souhaitais évoquer avec toi, c'est les investissements que vous avez faits au Royaume-Uni et également un peu en Pologne. Donc avec la livre sterling au Royaume-Uni, Bien sûr. avec le zloty polonais en Pologne. Euh, Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes de couverture de risque de change par rapport à ces investissements? Comment vous gérez ce multi-devise sur vos investissements? Alors en fait, donc, alors il se trouve déjà que sur, quasiment toute l'Europe continentale, dès lors qu'on fait de l'investissement immobilier, tout se transacte en euros et souvent les loyers sont payés en euros. C'est-à-dire que quand on va en Pologne, on achète en euros et on a un loyer en euros. Ce qui ne veut pas dire quand même qu'il ne faut pas être attentif à l'écart de change parce que si l'activité du locataire en zloty est dégradée parce que le taux de change en fait bouge, il va avoir du mal à payer son loyer. Donc de toute façon, ça, on le regarde de très près. Mais en tout cas, en Europe centrale, il n'y a pas vraiment de sujet en fait de change en tant que tel parce que tout se fait en euros. D'accord. On se demande pourquoi ils basculent pas en euros d'ailleurs, mais bon, voilà. En revanche, Royaume-Uni, c'est clair et net, on est sur du risque de change. Alors, on est monté en fait à 29% d'allocation UK en fait cette année parce que c'est simple, on a eu de telles opportunités d'investissement, Mm. beau long, rendement élevé, market timing très bon, peu de concurrence à l'investissement, Ouais, qu'on très se bons dit emplacements en même temps. Ouais, franchement, voilà. Bon, enfin voilà, donc on pense que c'était une vraie bonne idée et que le jeu vaut la chandelle, sous-entendu par rapport au risque de change qu'on prend. Même si là, cette année, on a eu un risque de change enfin, qui a été positif, c'est-à-dire qu'on a une livre en fait qui s'est améliorée, puisque l'euro a plutôt flanché par rapport à d'autres monnaies. Mais bon, enfin, à la limite, que ce soit dans l'autre sens, dans un sens ou dans l'autre, en fait, on ne veut pas le savoir. C'est vraiment pas un risque pour nous qui compte dans la performance. Enfin, c'est pas un paramètre qu'on veut prendre en compte dans notre performance. On veut qu'il y ait le moins possible d'impact évidemment sur le change. Donc comment on fait? C'est soit en fait on protège contre ce risque de change. Le problème c'est que ça coûte très cher. Donc Mm. du coup ça annihile enfin, une grosse partie en fait de l'intérêt à investir dans le pays. Le deuxième, c'est de raisonner en fait en guideline risque en se disant à partir de quel niveau de risque livre je me retrouve trop exposé dans ma SCPI et avoir des valorisations de ma part de SCPI qui bougent trop vite à cause du change. Et nous, on s'est dit que le trigger en fait qu'on voulait se mettre, c'est 30%, pas aller au-dessus, voire même moins, hein. On envisage, enfin, si un jour le marché français devient plus intéressant que d'autres marchés européens, bah, pourquoi pas de revenir sur la France. C'est pas d'actualité, hein, mais Mm. ça pourrait être le cas. Ou reste de la zone euro, évidemment. Et donc, du coup, on gère plutôt ce risque de change jusqu'à 30% par une allocation en fait géographique. On l'a modélisé, hein, qui fait que finalement le risque résiduel de change, il est absorbable dans la valeur de reconstitution. Mm. Ok, si on se prend 2% sur la reconstitution, bon, est-ce que si c'est sur un risque de change, est-ce que c'est grave?
Le Jean vaut la chandelle, on a des durées de baux très longues, on est sur des villes, notamment à Londres, où les loyers sont plutôt en progression. Je rappelle qu'à Londres, c'est intéressant d'ailleurs, hein, quand on investit en France, quand les loyers progressent, on capture jamais le loyer. Il faut attendre que le locataire parte pour capturer la croissance du loyer. D'accord. En Angleterre, non seulement il y a une indexation comme en France, hein, bon après il y a des formules, hein, mais on a ce qu'on appelle des market reviews, c'est-à-dire qu'arrivé par exemple à la 5e année, on se confronte, et puis si la valeur locative de marché a monté, eh ben, on augmente le loyer. D'accord. Donc on capture en fait au Royaume-Uni plus vite les hausses, mais aussi les baisses. Ça dépend. Si le bail prévoit aussi les baisses, on a aussi les baisses. Souvent, le bail ne prévoit pas les baisses. C'est-à-dire que si le marché a baissé, je ne revois pas le loyer à la baisse. D'accord. En Irlande, par contre, c'est dans les deux sens. Il faut l'avoir en tête, le marché irlandais est assez volatile. Ouais. Et donc, du coup, je peux capturer aussi au Royaume-Uni des croissances de loyer, et on considère que, notamment à Londres, sur le bureau, il y a des croissances à aller chercher, et sur le commerce aussi. Voilà, c'est notre conviction. Dernier point que je souhaitais aborder avec toi, c'est les acquisitions que vous avez fait en 2024 avec des baux extrêmement longs. Alors, on a déjà un peu évoqué ce point tout à l'heure. Vous avez eu des acquisitions avec parfois des baux de 15 ans, parfois davantage. Euh, Finalement, pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi, d'ailleurs, ce qui, moi, m'a paru étonnant, c'est pourquoi les autres SCPI, alors je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais n'ont pas fait ce choix, parce que ça me paraît quand même très avantageux de sécuriser de la performance à des niveaux très élevés, d'autant que les taux sont amenés à baisser. Et en plus, sur la valorisation également du patrimoine, le fait que ça soit sécurisé sur une durée beaucoup plus longue, j'imagine que ça joue aussi. Donc c'est peut-être une question un peu bizarre, un peu, Non, non, elle est très pertinente. mais j'ai un peu de peine à comprendre. Mais d'ailleurs, même chose pour le fait que vous utilisez l'effet de levier. Pourquoi d'autres sociétés de gestion qui ont également une collecte dynamique comme la vôtre ne font pas ce mécanisme, alors que c'est un effet quand même bénéfique sur la performance. Donc voilà, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce point? Bah, déjà, si on fait un peu, pas de la spélo, mais un peu d'histoire, hein, moi je note qu'avant 2010, il y avait quasiment aucun fonds immobilier dédié à la clientèle particulier qui investissait à l'étranger. C'est-à-dire Ouais. qu'on faisait des SCPI qui investissaient en France ou de la défisc, mais alors des fonds pan-européens, voire même mondiaux, on les cherche, hein. Et il a fallu attendre en fait 2010. Il y a des OPCI grand public qui ont démarré sur la diversification internationale. Il y a une société de gestion bien connue qui a démarré aussi sur la SCPI. Et puis derrière, tout s'est enclenché. Donc j'ai envie de te répondre, mais pourquoi en 2009, personne n'allait investir dans tel ou tel pays d'Europe? Pourquoi, quoi? Ben, c'est vrai. C'est qu'en fait, simplement, on a atteint un niveau de maturité en fait, de l'industrie de la gestion d'actifs en immobilier, un niveau de maturité supplémentaire, aussi un niveau de compréhension de nos réseaux de distribution qui est supérieur. Aussi, je pense, la compréhension que le thématique, c'est bien, la diversification géographique, c'est encore mieux. Aussi, moi je le pense, que dans une SCPI, c'est mieux d'avoir une stratégie qu'on appelle stratégie bêta, c'est-à-dire qu'on va chercher des anomalies de marché, plutôt qu'une stratégie alpha, c'est-à-dire d'être le meilleur asset manager sur tous les immeubles qu'on a. Mm. Ça, c'est illusoire en fait dans une SCP qui collecte d'être le meilleur en asset management sur tous ces immeubles, ça n'existe pas. Enfin, c'est ça. Et donc du coup, il vaut mieux plutôt avoir une logique, ce qu'on appelle bêta dans le monde de la finance, c'est-à-dire aller chercher en fait dans les zones géographiques et dans, par exemple, le market timing en fait, hein, de ces différents marchés, s'il n'y a pas une opportunité à aller chercher. Et je pense que ça, c'est le travail du fund manager. Moi, je connais des sociétés de gestion, ils n'avaient pas de fund manager. Le fund manager, c'est celui qui va avoir son passif, son actif, sa collecte qu'il ne maîtrise pas, sa dette, en fait, qui permet de faire le buffer, et puis derrière, son allocation avec sa gestion des risques, notamment sur le change. Bah ça, c'est un vrai métier d'allocataire. Là, le fund manager, il fait des scénarios toute la journée pour dire, OK, ça diverge, c'est bon, là, on part de l'autre côté. Du coup, vous voyez, tu vois, tu as une expertise, en fait, hein, qui s'est créée dans le monde de la gestion d'actifs, hein, avec les personnes qui les composent, hein. C'est tout bête, hein, mais c'est les personnes qui les composent, ce qui fait que, oh, bah oui, mais pourquoi on n'irait pas? Moi, je vois qu'une même société de gestion traverse l'Atlantique. Moi, j'applaudis des deux mains. Je trouve ça génial. Bah oui, c'est vachement bien. Et pourquoi on l'a pas fait avant? Voilà. Donc, les choses existaient. Les baux longs ont toujours existé. Alors, attention, avec les sale and leaseback, on arrive vraiment sur des baux très, très longs. Ça n'existait pas beaucoup avant 2022. Ça, c'est clair et net. Mais ça existait, c'est simplement qu'on n'allait pas les chercher, hein, tout simplement. Donc, et effectivement, autant quand on se retourne, on fait, on répond en fait à une offre d'acquisition. Bah, c'est vrai que quand on se retourne, on a des petits copains derrière nous, pas très loin. Donc il y a une espèce de Ouais, mimétisme, hein, qui se met en c'est vrai. place.
Voilà, donc ça Vous êtes existe. sûrement assez précurseur de ce point de vue-là. Ouais, mais il y Ouais. a il y a il y a des marchés, en fait, qui sont, structurellement, calés sur des beaux longs. Oui, C'est d'ailleurs, juste qu'on les a ouais. découverts, quoi. Enfin, on, J'imagine qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué de signer des baux oui, aussi bah, hauts. au-delà de 12 ans, il faut Ouais. faire un enregistrement hypothécaire, donc il y a des coûts Hmm. supplémentaires. Enfin bon, enfin, la France, quoi, la France, la France. La France Voilà. et son cadre réglementaire, oui, bien sûr. Dernière question, quel est, selon toi, le plus grand défi que Remake devra relever pour continuer à délivrer une excellente performance dans les prochaines années? Alors voilà, bonne question. Ouais. Et en fait, le défi, c'est de finalement d'avoir un fonds qui grossisse, tellement qu'il devienne incontrôlable. Hmm. C'est-à-dire, c'est un peu le syndrome du supertanker, c'est que oui, il transporte beaucoup, mais alors, il manœuvre plus du tout. Donc le premier défi, c'est de constamment, chercher à diversifier géographiquement, le portefeuille. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait diversifier pour diversifier, mais aller au bon endroit au bon moment pour aller, chercher les bonnes opérations et donc maintenir une performance qui soit dans le premier décile de la place. Hmm. Mais plus le fonds est gros, plus c'est dur parce qu'évidemment, plus il vieillit et plus les actifs qu'on a achetés il y a un certain temps, bah, ils vieillissent et ils Hmm. peuvent générer des problèmes. Donc de toute façon, nécessairement, un gros portefeuille, au bout d'un moment, bah, il converge vers, la moyenne du marché. C'est ça Hmm. donc du coup, comment on fait pour éviter, en fait, ce risque-là? Et ça, c'est notre challenge, c'est de dire: nous, on aimerait bien que Remake Live atteigne le milliard parce que ça permet de lui donner sur des actifs à 15-20 millions d'euros bah, une diversification costaud, une assise costaud et garder en fait une maturité moyenne des baux à 10 ans pour avoir 1 milliard de flux sur 10 ans, enfin le loyer est généré par ce milliard. Et puis après, derrière, d'avoir un autre produit en fait pour prendre le relais commercialement et donc éviter qu'il y ait trop de pression, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, quand le marché est chaud, et il va redevenir chaud un jour ou l'autre, Hmm. c'est là qu'on va voir arriver la collecte. Mais non, surtout pas, moins de collecte, quoi. Quand le Ouais. marché est chaud, il en faut moins. Et donc, si on Et met d'ailleurs, trop de collecte ouais. sur un petit portefeuille, c'est là où on peut Hmm. voir la catastrophe. Vous pensez à limiter la collecte d'ailleurs en cas de... En fait, c'est pas vraiment. Alors, limitation, c'est un mot qui est un peu dur parce que si Ouais. je limite la collecte, je limite la liquidité. Donc, du coup, ouah, je me dis, je ne pourrais pas sortir. Non, évidemment. C'est plutôt de dire, attention, enfin, voilà, nos distributeurs, on va leur dire, on a plusieurs produits qui vont se décaler au niveau des stratégies. Donc, on a des Hmm. idées effectivement dans les tuyaux, mais décaler un petit peu les autres produits pour faire en sorte que on n'ait pas un afflux de collecte et qu'on soit obligé de fermer le robinet, ce qui est toujours un peu dur quand même. Ouais. Je rappelle qu'une SCP est liquide parce qu'il y a des entrants, donc on ne peut pas fermer le robinet. Hmm. Et donc c'est ce contrôle-là qu'on peut faire. Donc c'est atterrir en fait le 747 et que ça se passe bien pour Remake Live et qu'elle puisse conserver son socle d'actifs avec des beaux longs, des rendements élevés pour avoir une performance importante le plus longtemps possible. D'accord, parfait. Ben, on va finir là-dessus. Je te remercie, Nicolas, pour cette interview et pour le temps accordé. J'espère que les spectateurs auront apprécié. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Je vous rappelle que, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux vous accompagner pour la construction de votre portefeuille SCPI. Donc, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez échanger avec moi, je vous invite à remplir le formulaire qui s'affiche juste ici. Encore une fois, merci Nicolas pour ton temps. Merci Benoît.